Salut l'équipe, être premier de sa classe, c'est toujours bien, ça rassure les parents. Bon, moi, évidemment, ça m'est jamais arrivé, sauf au moment de l'appel. Là, pour le coup, j'étais toujours premier, mais ça compte pas vraiment. En NBA, en revanche, être premier de sa classe, c'est autre chose. Mais là aussi, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça pourrait arriver à Zaccharie Zaché, qui réussit un dernier trimestre de haut niveau, même si ce n'est pas le seul bon élève de sa promo. Et les Hawks font tout pour en lui faisant autant de place qu'un père divorcé fait de la place à sa nouvelle femme, 15 ans plus jeune. Du temps de jeu, des responsabilités et évidemment les stats qui vont avec. Numéro 1 de draft et rookie de l'année, ça nous rappelle forcément de bons souvenirs, pas si lointains. Et ce potentiel doublé pourrait presque me faire oublier que je n'ai plus gagné un quiz dans le First Day Show depuis décembre 2021. Le sprint final est lancé et la concurrence est aussi disputée qu'un écran plasma chez Darty un matin de Black Friday. Alexandre Sarr, Jalen Wells, Stephen Castle, tout le monde est dans la course, mais pas forcément sur la même ligne. Il reste donc 10 matchs tout ronds à Zaccharie Zaché pour tenter à son tour d'être le Roy du monde. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le First Day Show et aujourd'hui on a un jus particulier. Il fait beau, le soleil est de retour, il fait bon, on a envie de manger dehors, en terrasse et bientôt les playoffs et surtout cette semaine, aujourd'hui, Wax est de retour dans le canapé du First Day Show et ça c'est toujours un événement aux côtés de Thomas Dufan. Comment ça va mon Waxos, des Waxos, de Ola Waxos? Ça va tellement bien, je suis tellement bien ici dans ce petit canapé avec mon petit Thomas là. Première question, Wax, est-ce que tu gagnes toujours autant d'argent? Écoute, bien plus qu'avant. Comment tu vas? Raconte-nous. Alors, on va évidemment revenir sur cette très belle saison des Detroit Pistons. C'est aussi pour ça que tu es venu aujourd'hui. Mais parle-nous un petit peu de ton actualité, de ton année, parce qu'on te voit qu'une fois par an. Autant profiter. Eh bien, écoute, entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant, j'ai sorti un album. Il se trouve que l'album s'est bien vendu, que tout se passe bien, que j'ai fait des concerts qui ont été très très cool avec plein d'invités, que j'ai lancé mes Olympias. J'espère vous y voir, parce que vous m'avez fait faux bon. Oui, c'est vrai. Et on s'excuse. On était particulièrement dans un état difficile. La fatigue prononce, mais bon. Oui. Mais il faut qu'on vienne. Le concert sera de toute manière sur France Télévisions en juin. J'ai pas la télé, donc je préfère être dans la salle. J'espère que vous regarderez. Aussi. On veut être à l'Olympia. C'est pas très loin des studios. C'est pas très loin des studios, évidemment. Et sinon, écoute, tout va bien. Moi, je suis ravi d'être là, surtout avec vous, quoi. Tu nous regardes toujours autant, c'est ce que tu nous dis à chaque fois. Mais oui, moi je regarde tout. On rappelle, hein, pour ceux qui ont pris le train First Team en route, peut-être après 2 ou 3 ans, Wax, l'émission le First Day Show est née dans sa cuisine à Sceaux. On s'en souvient de cette grande réunion. On avait fait un grand conduc pour le First Day Show et tu as participé au moins aux 2 premières saisons. Ouais, on a fait toutes les semaines. On faisait, c'était moi qui avais le rôle un peu de Tom Cheravino, il me semble. C'est vrai, je faisais le quiz de fin et aussi 2-3 petits trucs à droite à gauche, des petites chroniques. Depuis ta en prison direct du commissariat municipal de Levallois. Exactement. Ouais. Les gens ne croient pas que t'étais juste en face de nous, mais c'est vrai que c'était tellement bien produit. Mais oui. Et il y a plein de gens qui m'en parlent, qui me disaient ouais, tu comptes revenir à un moment au First Day Show ou pas? Bah franchement là je crois pas, ils sont bien staffés. Je fais partie de la famille étendue, j'espère. Mais sinon non, effectivement venir une fois de temps en temps comme ça fait plaisir, quoi. Eh bien, ça fait plaisir, surtout qu'on a beaucoup de choses à dire. On le verra dans le sommaire tout de suite après. Thomas va prendre un peu de tes nouvelles. Tu sors chez le coiffeur, t'es beau comme un cœur. J'aime beaucoup ta veste. Ouais, merci, c'est gentil. Écoute, c'est un cadeau d'anniversaire. Je passe en ce moment une période mais fantastique. Je sais pas ce qui se passe. J'espère que ça va rayonner sur toute la First Team, qui me paraît un peu moribond en ce moment. Ah bon? Surtout le présentateur du First Day Show en ce moment, qui a des têtes catastrophiques avant les matchs, enfin avant les émissions, avant les matchs, n'importe quoi. Et je suis ravi d'avoir gagné au basket hier. Voilà, c'est les 2 choses que je voulais dire. C'était bien, c'est vrai que t'as gagné. T'as gagné en 7, voilà. En 7. L'important, peu importe qui a gagné, c'était la bonne ambiance
Bien sûr. La bonne ambiance de ce basket. Qu'est-ce que t'arrives à être moteur de la bonhomie ambiante sûr. Ça, Moi, bravo. à partir du moment où tu m'arraches mon t-shirt au bout des 2 premières défenses et tu me griffes le visage et tu me tords le poignet alors que ça fait que 2 défenses, je suis désolé de perdre un peu de ma bonne ambiance. Tu dis dessus, c'est pas moi, hein. Oui, voilà. Non, Au bout d'un précise que moment- c'est pas moi, tu dis dessus, attends. Les assassins Stoppons les assassins Allez, les annonces avant d'aller dans le sommaire. Vous le savez, le Big Monday tous les lundis, la libre antenne de 20h à 22h. Et à 22h, c'est le NBA Classic Game. Tu te régales de ce programme? Je me régale de ce programme. Et d'ailleurs, on en avait même commenté ensemble. Tout à fait, Tout à avec fait. les Pistons. Ça sera pas les Pistons ce lundi à 22h, ça sera Warriors Rockets 2019. Steph Curry face à James Harden. Un James Harden Bon joueur. bien inspiré. Et c'est les grands Warriors. Hein. Il y a Kevin Durant, il y a évidemment Draymond Green, Klay Thompson. C'est un très, très bon match de basketball. Donc, pour revivre cette belle période de NBA en 2019 entre les Warriors et les Rockets. Le 12 avril. Retenez bien le 12 avril. D'ailleurs, tu peux venir. Ah bah tu es même invité. Le 12 avril, salle René Rousseau, pas Jean-Jacques Rousseau, René Rousseau, Malakoff, 19h30. On fera tout le match, toute la soirée, toute la first team sera à Malakoff pour aller supporter Malakoff donc face à Gravelines. Alors c'est pas l'équipe de pro, BCM, oui. Voilà, c'est pas le l'équipe, BCM. c'est l'équipe de mais c'est l'équipe de. Ah d'accord, c'est l'équipe Voilà. 2 du BCM. C'est pas ok. les espoirs, c'est une autre équipe. Bref. C'est leur équipe de 3 quoi, Ouais, c'est tout. voilà. On sera là pour mettre un maximum d'ambiance, on vous le redira, mais soyez bien avec nous pour aller encourager Thomas, évidemment, Laroukis et Arthur Sen. Et pas Thomas et Erwan derrière. Pas hein. Thomas et Ron derrière. Incroyable. Mais pourquoi je me suis pas rasé Oui. la tête plus tôt? Mais vraiment, en revoyant les photos, Elle est incroyable, cette et- enfant. Et très, très étonnant. T'avais beaucoup de cheveux derrière les oreilles. Hein. Mais Erwan, Ah ouais. c'est incroyable. Tu sais, ça, c'est une tête d'un mec qui t'engueule quand t'as pas ramené ton livre à temps au CDI. Ah ouais, pour rester un peu plus sérieux, l'idée c'est de faire une grande fête autour du club de Malakoff qui nous a réunis avec Erwan et avec tous les autres que vous connaissez. Il y aura des surprises, il y aura des cadeaux, il y aura évidemment une très bonne ambiance. On a envie de danser, chanter, et donc on aimerait donc, s'il te plaît, Wax, que tu viennes jouer de la guitare. C'est le gars. Oh, le Rien bourbier. que ça. Oh, le plan bourbier. Puis en T'es plus, dispo le 12 avril puis tu verras que la sono de René Rousseau, elle est parfaite. Ça résonne pas du tout. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Mais tu es le bienvenu si t'es disponible. Et On oui, va passer, évidemment, on en écoute, discutera. pourquoi pas. Si en plus je peux avoir... Non, tu referas pas la coupe de l'époque. Ah bah non, Gargamel, je l'ai laissé Croate derrière en moi. sortie de guerre, un peu. Depuis, Ouais, un depuis peu, que j'ai un perdu peu. Azrael, c'est fini. Pourtant, il reste 3 semaines, t'es dans le bon timing pour avoir cette Ah coupe. ouais, hein. mais c'est catastrophique. Je ne veux plus jamais ressembler à ça. Voilà, je ne veux plus jamais ressembler à ça. En tout cas, venez avec nous. Il y aura un match de basket. On va mettre de l'ambiance. On va chambrer les arbitres. On va chambrer tout le monde. On va se marier. Chambrer les arbitres. Oui. Ça fait Mais partie ça du peut pas faire partie du cahier des charges, enfin. Ah si. Attends. Changement en gris. Tu connais ça. Il y a un enjeu sur ce match ou pas? Il y aura à manger, il y aura à boire. Il y aura Un à manger, enjeu, il y aura un tout. enjeu. Un enjeu Un enjeu. Il y aura à manger, j'ai compris. Bon, le maintien, je crois que Malakoff est bien parti pour se maintenir, mais il faut en gagner un ou deux. Ça fera partie certainement des Ok. matchs qui pourraient officiellement Il y a un enjeu, valider le maintien. Thomas Laroukis m'a dit, si vraiment ça se fait, donc ça va se faire, je vais essayer de battre les 52 points d'Arthur. Ah oui, il y a un gros enjeu. Oui, j'invente complètement. sera là, Mais on il faut bien sera là. inventer un enjeu. Ça peut être Bourbier. Puis vu comme il marche en ce moment sur la Rookis, il faudrait qu'il batte ton record de 12 points en 1-3. Voilà. Qui ça, t'as dit Arthur Laroukis, C'est qui, Arthur c'est son Laroukis frère. Mais c'est un mix, c'est une fusion. Qu'est-ce qui se passe? Et si on est dans le sommaire de l'émission, parce qu'on est là pour parler basket et c'est ce que je maîtrise le mieux. Le sommaire avec des news, évidemment. Et ah non, pardon, bravo, bien vu dans la régie. Parce que, ouais, ça part complètement couille ce début d'émission. Dimanche, 19h sur DAZN, en gratuit et en clair, l'Asvel. Et en ce moment, voir l'Asvel, c'est Bonnard. Ils sont les gagnés à Monaco dimanche dernier. Ils ont battu l'Olympiakos à domicile cette saison avec leur magnifique maillot vert. Ils reçoivent l'élan Chalon dans le derby, un petit peu kind of du Lyonnais, Bourgogne, tout ça. Donc ça sera à suivre à 19h, commenté par Thomas Dufan et Thomas Laroukis, et non pas Arthur Laroukis. C'est mieux Oui. comme ça. Le sommaire de l'émission, des news un petit peu adaptées, puisqu'on va faire une grosse partie news, évidemment, sur les Detroit Pistons. On reviendra sur le buzzer beater de LeBron James. Hop, petite claquette Ah oui. dans une très belle victoire des Lakers chez les Pacers. Et on reviendra sur la triste nouvelle autour de Damian Lillard. Point d'interrogation sur sa fin de saison, mais peut-être même un petit peu plus. On en reparlera. Le débat, il est autour de notre Zachary Rizaché national. Peut-il être rookie d'année? Il y a de la concurrence. Il y a même un autre Français en concurrence avec Alex Sarr. Une palette un peu différente cette fois-ci, un peu à charge sur notre ami Karl Anthony Towns et ses superbes défenses sur pick and roll. Et crois-moi que j'ai fait la palette. Ça va être dur, hein. J'ai eu des sueurs et puis on finira par parce qu'on est obligé par le quiz. De toute façon que Thomas va évidemment remporter parce que il y a même plus de suspense. Voilà, on dirait la Ligue 1 avec le PSG, les quiz, ça m'emmerde. Voilà, je vais vous le dire. Mais j'aime bien déjouer les pronostics, donc soyez avec nous jusqu'à la fin. On est prêts tout le monde? Oui. On est prêt. Grand début d'émission, hein, je vous le dis direct. Allez, tout de suite dans les news.
On commence avec le plus chaud et la victoire des Lakers au buzzer à Indiana. Ça a été chaud, les Lakers ont dominé quasiment tout le match. Indiana s'est accroché, mais finalement, les Lakers qui sont menés d'1 point, donc sur cette dernière possession, le petit flotteur de Luka Doncic et la claquette de LeBron James, qui va relever Luka Doncic, qui célèbre juste avec une main levée. C'est Thomas, ils ont eu chaud, ils ont fait un bon match, mais LeBron James, accessoirement, encore une fois, 40 ans, qui met un petit buzzer. C'est le 8e de sa carrière, il se rapproche d'un mec dont le nom m'échappe, mais il s'en rapproche en tout cas. Goat, non, c'est pas ça son prénom, mec. Il me semble. Oui, non, mais alors déjà, c'est important à un moment de cette saison où le but c'est d'avoir l'avantage du terrain. Les Lakers avaient perdu 3 matchs, et d'ailleurs, on s'en parlait juste hier en disant, waouh, ils en perdent beaucoup quand même, les mecs. Ce serait bien de se reprendre. C'était un gros match qu'ils ont plutôt dominé, même si Tyrese Haliburton redonne l'avantage aux Pacers. Et donc, il y a cette dernière action sans temps mort avec un peu du free flow. Donc, j'allais dire Steve Kerr, mais pas du tout Steve Kerr. JJ Redick décide de laisser et de faire confiance à ses joueurs. C'est une action avec un bon tir pour un Luka Doncic qui fait un énorme match. C'est un petit runner un petit peu court et ça tombe bien. Tout le monde tombe par terre. Les Pacers, il n'y a pas de box-out. Et LeBron met peut-être son buzzer beater le plus simple de l'histoire de sa carrière. Il n'empêche que c'était une victoire ultra importante face à une équipe aussi qui vise l'avantage du terrain en play-off. C'est une belle stat, ça, regarde. On voit le 8e buzzer beater de LeBron James, donc qui rejoint Kobe Bryant et Joe Johnson. N'oublions pas notre ami Joe Johnson. Oui. Et Michael Jordan, lui, est à 9, donc le prochain, il rejoindra donc le GOAT. Ça va nous arranger ça pour les débats. Tiens, alors, la petite info aussi qu'on peut vous dire, c'est que son dernier buzzer beater, c'est à l'époque des Cavs. Évidemment le deuxième passage. Vous savez, quand il y a eu un moment donné... Indiana en playoff, je crois que c'est celui où il part... je sais plus si c'est celui où il fait runner, il traverse le terrain entier, là. Il met son tir, ou si c'est un tir à 3 points. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ça faisait... il est aux Lakers depuis 2018. Il n'avait pas eu le bonheur de mettre un tir comme ça ultra important pour faire gagner son équipe. Et vous avez tous vu aussi les stats ces derniers temps, là, en playoff, sur le crunch time. Il a du mal à valider sur des tirs un peu plus... ce dont on a l'habitude, quoi. Des tirs extérieurs, des tirs à lui dans les fins de match. Mais donc bravo à lui quand même. Et sur les 8, il en a fait 3 contre Indiana quand même. C'est vrai, tu as raison. Et ça, c'est pas mal. C'est vrai. Parce que, bon, je crois qu'il est quand même relativement aimé partout, LeBron, de plus en plus avec l'âge, avec tout ça. Mais quand il y a moyen qu'il écrase Indiana, moi, ça me fait toujours plaisir. Dis-moi, justement, t'as pas souvent, j'ai envie de te parler un peu de ces Lakers, j'ai envie d'avoir ton avis, on n'a pas eu ton avis sur le team-up entre Doncic et LeBron James, la saison de LeBron James à 40 ans. Dis-moi un peu comment tu vois toute cette saison spéciale un peu des Lakers. Ben écoute, honnêtement, moi je regarde tous les matchs de LeBron parce que tu sais, comme tu le sais, j'ai 40 ans. C'est le dernier joueur qui a mon âge. En NBA et on vieillit évidemment et tu vas voir ça te fera tout bizarre toi qui as fêté ton anniversaire il y a pas longtemps quand tu verras qu'il y a plus aucun joueur qui a ton âge. Alors toi il y en a plus du tout. Il y a Greg Popovich. Mais ouais, ça fait bizarre. Donc du coup, historiquement, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de mal à mes Pistons par le passé. Il a fait de mal à tout le monde de toute façon. Il a fait du mal à tout le monde, ça c'est sûr. Mais les Pistons spécialement. Pistons, Toronto, Indiana, c'est quand même des équipes qui ont souffert. Clairement. Et je me suis mis à l'adorer un peu sur le tard. Mais je crois qu'il y a pas mal de gens qui sont un peu comme moi. Un peu comme Kobe à l'époque. Il y a eu une période où Kobe, je l'ai un peu moins aimé. Et puis après, je l'ai adoré parce que voilà, on a grandi avec. Et donc, je regarde tous leurs matchs. Moi, j'adore l'ajout de Doncic. Et je trouve qu'il est extraordinaire, Austin Reeves. Vraiment... Vous en aviez parlé, non? Samedi, il y a une vidéo qui sort, c'est très bien, c'est une très belle transition samedi. Ouais. On reprend une take qui avait été un peu curieuse sur le fait que Austin Reeves pouvait être potentiellement la meilleure troisième option de NBA. Évidemment que non, mais en tout cas, du coup, ça nous a permis de parler d'Austin Reeves et d'élargir un petit peu sur toutes les troisième options de NBA. Et Dalton Connect, on adore aussi, et Rui Hachimura qui tient bien son rôle. Non, franchement, je suis pas sûr que cette équipe va aller très loin, mais en tout cas, elle fait kiffer. C'est kiffant de voir deux superstars comme ça associés, on l'a pas vu depuis très très longtemps. Ouais, c'est clair, et puis deux joueurs hors normes comme ils le sont, malgré la différence d'âge. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, dans un match comme hier, on a parlé de Luka, il est énorme tout le match. Austin Reeves, il fait un deuxième quart-temps exceptionnel, il a 20 points à la mi-temps. Qu'est-ce qu'il va vite. Il va trop vite, il a un nom, il a une gamme quand même, tu vois, on a longuement parlé lundi dans les antennes, et donc vous verrez le replay, mais il fait des trucs quand même, mais de superstar en fait, tu vois, il est trop fort, des coups de chaud et tout. À côté de ça, LeBron, il était à 2 doigts
d'être sur la fin de série, vous savez, cette fameuse série à plus de 1000 matchs, de 10 points minimum sur une rencontre. Il est à 13 là, non? Il est à 13, 13, mais 7, il est surtout à 3 points au début du 4e quart. Il fait un quatrième. Il est catastrophique. Et là, c'est là où il est trop fort, malgré l'âge, malgré un retour là, un peu précipité de blessure et tout. Il met 3-4 paniers d'affilée. Il est vite à 11 et il met ses claquettes pour finir à 13. C'est aussi ça, les très grands joueurs, on ne remet pas ça en cause, capables d'être impactants dans les fins de match pour faire gagner son équipe. Toi qui as la Lakers Nation, le patron de la Lakers Nation, Oh, c'est quoi ton prono un petit peu sur... Premier tour de playoff. Tu penses qu'il passe pas un tour? Si. Bah après, le problème de la conférence Ouest, très honnêtement, je pensais à un tu préfères magnifique, c'est que la densité est telle que tant que t'as pas l'opposant du premier tour, c'est difficile de se projeter. Il y a tout pour aller en finale de conf. Mais maintenant, si tu finis 4-5 avec Denver, tu vois, je te dis une connerie, et ben il y aura toujours cette chape de plomb avec cette équipe qui t'a battu la dernière fois. Golden State par exemple. Tu les vois passer Golden State? C'est très dur. Franchement, la conférence Ouest. Oui, j'ai envie de dire oui, mais je suis partie prenante, quoi, tu vois. J'ai envie de dire oui, mais bon. La conférence Ouest, tant qu'on n'a pas vraiment le bracket, le bracket total, mais en fait, tout va être. Moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup de surprises. Tu vois, hier, les Clippers qui vont taper les Knicks, je me dis, ils font un énorme match, une deuxième mi-temps incroyable. Je fais, va falloir les sortir encore une fois. Alors que le match d'avant, ils font un mauvais match. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pas simple. Écoute, on verra. Prochain match, en tout cas. On va jouer dans un mouchoir de poche. Sourire et analyse. Sourire et analyse. Prochain match des Lakers, ça sera à Chicago. Pas simple d'aller dans l'Illinois. On enchaîne, nous, avec tes Pistons, puisque c'était spécial aussi le fait que tu sois là. On veut parler de cette saison inespérée. C'est, pour moi, la belle surprise de l'année. Ce sont les Detroit Pistons. 41 victoires. 32 défaites, ils sont donc à 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Vous voyez donc les stats en attaque, en défense. On espérait une amélioration autour évidemment de Cade Cunningham. Il y a eu du changement de coach aussi cet été. Il y a eu des arrivées en cours de saison avec Dennis Schroeder. Il y avait des jeunes joueurs qui devaient montrer un petit peu plus de choses. Mais j'imagine que tu n'imaginais pas voir ces Pistons aussi haut cette saison. Ah non, mais pas du tout. Mais on en avait parlé d'ailleurs. Hein. Je crois que c'était une libre antenne où je vous avais appelé. Et voilà, je vous avais dit, franchement, en fait, le truc, c'est que ça imprime quand même pas mal quand on est fan d'une équipe, les années qui passent. Et franchement, au bout d'un moment, tu commences à avoir grise mine et tu crois plus en rien. Et à un moment où je croyais plus en rien, et avec la saison dernière, où vraiment j'ai regardé toutes les défaites les unes après les autres, il y a un moment où ça a quand même un effet sur toi. Et effectivement, quand le début d'année est arrivé, voilà, j'étais un peu mi-figue, mi-raisin, et les trucs, j'y croyais pas trop, etc. Mais faut pas m'en vouloir. Vraiment, j'ai trop subi, je crois, avec cette équipe. Et au final, de revoir la victoire arriver, je sais pas, le soleil est revenu dans mon salon, mec. Moi, c'est la meilleure saison depuis 2008. Faut se rendre compte quand même, quand on est fan des Pistons, comme moi depuis les années 90, c'est extraordinaire. Alors évidemment, est-ce que ça va être un peu comme Orlando l'année dernière, c'est-à-dire parcours extraordinaire, et l'année d'après on retourne dans le réel? Voilà, je sais pas. J'espère que... Je pense qu'ils ont les bonnes bases. D'ailleurs, j'ai pas compris l'année dernière, hein, pour être tout à fait honnête. Disons que l'échec de l'année dernière, c'est Monty Williams, ça s'est très mal passé, pas d'alchimie. Là, tu mets JB Bickerstaff, qui est quand même un gars qui a fait 35 projets les 10 dernières années et qui arrive à tirer cette équipe, enfin le meilleur de cette équipe malgré des blessures. On y a croyait pas au début de l'année. Mais c'est normal. Tu dis, ils se qualifient en play-in, mais c'est une réussite. Les mecs, ils sont 5e de la conférence Est. Bien sûr. Et puis surtout, ils se battent pour le 4e. Cleveland est devenu depuis son départ. Enfin, il y avait tout pour que ça soit, voilà. Mais effectivement, l'ajout des vétérans, franchement, Schroeder, Tobias Harris, Malik Beasley, il fait une énorme saison. Je le considère pas comme un vet, lui, pour le coup, mais il a 28 ans, non? Bah oui, c'est à partir de 27 la règle. T'as raison. 7e année de NBA, Michael Beasley, il fait une extraordinaire saison. Je crois que Malik. Parce que Michael, c'est notre... Il y en a un de vous deux qui l'aime pas trop, non? Malik Beasley? C'est pas qu'on l'aime pas, c'est qu'il nous a déçus. Parce qu'il nous a déçus dans des projets comme les Lakers ou les Bucks, mais là, il est magnifique, tu vois. Il est extraordinaire, et Jalen Duren est... Beau bébé, ouais. Je l'adore. Duren. Duren. Exactement. Ouais, donc, oh là là. Il a des rêves, ce mec. Ah, la vache. Et Cade, qui pour moi... voilà. C'est la page que je veux ouvrir, c'est que très bien, Bickerstaff, il arrive, on est surpris parce que c'est vrai qu'avec Cleveland, il n'avait pas réussi, on avait l'impression à leur faire passer le cap qu'il méritait.
Mais je pense que le mec qui incarne ce renouveau côté de Détroit, c'est Cade Cunningham. C'est une saison de mammouth. Il est en train de devenir le joueur qu'on espérait, voire même peut-être un peu plus, un leadership incroyable. Et moi, j'aime à dire que ce mec-là, c'est le mix parfait entre un meneur de jeu un peu à l'ancienne, Magic Johnson, grand meneur, passeur, leader, et un meneur de jeu aussi moderne, très fort dans l'un contre un, capable d'aller mettre des dunks, rapide, shooter, même s'il a progressé là-dessus, il a tout en boutique. Ouais, il a tout en boutique. Et tu sais, on en parlait justement au début de l'année et on se demandait si c'était suffisant. Et effectivement, quand Jaden Ivey s'est blessé, on s'est dit qu'est-ce que ça va devenir ce projet du coup. Et ils ont continué à gagner des matchs. Ils ont continué à gagner des matchs et tout tourne autour de lui. Et il est beau à voir jouer. Et il met une énergie. Mais tu sais, l'année dernière, franchement, je sais qu'on restera que sur cette série de défaites, etc. Mais il y a plein de défaites qui se sont jouées à très peu de choses, où lui, il donnait un jus pas possible. Alors, il a été très blessé aussi, mais pour moi, il est en train de transformer l'équipe. Alors, j'irai pas jusqu'à ce qu'a dit Draymond Green, je sais pas si vous avez vu, qui a fait une take en disant qu'il a assumé, je crois que c'était hier soir, il a fait une take en disant que Cade Cunningham allait ramener un titre à Détroit. C'est un peu tôt, on souhaite. C'est trop tôt pour dire ça, évidemment, mais en tout cas, ça fait plaisir. Il y a un truc chez ce mec. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Il y a un truc chez ce mec, Thomas, qui était meneur de jeu, c'est qu'il est rassurant. Il a un truc. Oui, ça, il est rassurant, ouais. Non, mais tu vois, il est rassurant quand on voit ses stats, mais dans le jeu, dans les fins de match, cette année, t'as raison, que l'année dernière, il y a plein de money time, ils ont pas le truc. Cette année, ils ont le truc. Donc finalement, c'est vrai que de rebondir en étant la risée de l'ennemi, parce que c'est ce qu'ils étaient l'année dernière, à ce qu'ils font cette année, forcément, ce mec-là, il amène quelque chose de différent. Ils vont retrouver les playoffs. Hein. Ça fait un petit mois que c'était pas arrivé. Tiens, regarde, on a toutes les stats là, pour les gens qui nous écoutent au podcast. Et merci d'ailleurs, vous êtes toujours plus nombreux. 2018-2019, la dernière année où ils vont en playoff, il y avait donc Blake Griffin et Zaza Pachulia. 41-41, c'était le bilan. Depuis, avec Derrick Rose, puis Blake Griffin qui se blesse, puis ensuite beaucoup de changements. L'arrivée de Cade Cunningham, 17 victoires en 2023-2024, 14 l'année dernière. Il passe à 41. C'est donc la meilleure saison déjà depuis 2018-2019. Ils sont en pleine expansion, en pleine progression. Le truc avec Cade Cunningham, c'est qu'on attendait qu'il puisse jouer une saison entière. C'est le cas, on voit son niveau. On attendait aussi qu'il soit entouré par des mecs, par des mecs qui peuvent tirer à 3 points de manière rentable. Régulière. Depuis le début de sa carrière, il était qu'avec des pimpons et qu'il pouvait pas mettre un tir. Aujourd'hui, tu lui as mis des vrais shooters. Donc, on a dit Bisley, on a dit Tim Hardaway Jr., on a dit Tobias Harris qui est fiable. Comme de par hasard, tu gagnes des matchs parce que lui, de toute manière, est un bête de joueur. Et donc, il y a une défenseur aussi. Sans parler de la défense et de tout ce qu'il apporte autour, mais en attaque, ils étaient pas capables d'être bons sur des longues périodes parce qu'ils mettaient pas un tir, les mecs. Là, aujourd'hui, comme de par hasard, ils sont capables d'avoir du spacing et ça profite absolument à tout le monde dans le collectif. Puis il y a Osar Thompson, on en a pas parlé. La famille, gros. C'est extraordinaire, ce mec. Brave mutant, lui aussi. Brave mutant. Cyborg, clairement. On est là-dedans. Comment tu vois la suite un petit peu de cette équipe-là ? Justement, tu vois, moi, je suis pas du tout de la team de gros trade et tout. Tu sais, ça m'a pas du tout hypé, moi. Alors, je sais que c'est que des petits mots à droite à gauche, là, quand ça a commencé à parler de Devin Booker, tout ça. Je pense qu'il faut absolument pas rentrer là-dedans. Je pense qu'il faut être dans la continuité. Ils ont un corps solide. Je pense qu'il faut ramener quelqu'un, mais qui soit pas... Il faut que ça soit une pièce qui rapporte quelque chose ou sur le banc ou peut-être dans le 5, tu vois, mais il faut pas que ça soit quelqu'un sur qui on va vraiment se tourner comme Devin Booker. Tu vois ce que je veux dire ? Faut voir ce que le marché... Moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de vérité. Il faut voir ce que le marché te propose. Aujourd'hui, on adore Cade Cunningham. Il fait l'unanimité. Il a été All-Star pour la première fois cette saison. Si tu veux gagner un jour, on imagine que quand tu fais des steps comme ça, il faut rajouter des stars. Oui, d'accord, mais regarde Golden State, par exemple, pour te prendre un contre-exemple. Quand ça commence à monter en 2013... C'est l'exemple qui confirme la règle. C'est le contre-exemple qui confirme la règle. Okay. En fait, prendre l'exemple de Golden State... Tu vas dire ça, va pas dire ça à Denver. En fait, finalement, pas tant que ça. Tu vois, ça arrive. Je veux dire, drafter des mecs si le marché, à un moment donné, Devin Booker est sur le marché et que tu peux le faire, parce qu'en plus, tu as pas mal d'assets quand même, je trouve, avec des jeunes joueurs... Est-ce que Devin Booker... Dire non, faut pas... Tu vois, moi, si je devais, à la limite, faire un truc un peu dingo, j'irais chercher éventuellement Domantas Sabonis cet été. Voilà, à la limite, c'est plus que j'irais chercher. Tu changes l'ADN de ton équipe direct, hein. Moi, je trouve que tu la changes moins qu'avec Devin Booker. Mais je suis plutôt d'accord, et que ce soit l'un ou l'autre, c'est difficile à imaginer, il faut voir ce que tu peux penser. Mais moi, je prendrais personne. Pour reprendre l'exemple, et pour aller dans ton sens, pour reprendre l'exemple de Denver,
ou d'ailleurs de Golden State, il y a eu quand même à un moment donné des trades qui ont changé la face de la franchise. Oui, Sean Livingston, tu veux dire? Non, je pense plutôt à Andrew Bogut pour monter Ellis. Pour monter Ellis. Ça change la trajectoire. Là, c'est bien je pense, ouais, mais ça change l'histoire de la suite. Bien sûr, je pense à Aaron Gordon qui arrive à Denver. Ça change la trajectoire pour de l'après Jeremy Grant. Donc plutôt que de réfléchir à prendre une vraie star ou un All-Star confirmé, tu peux prendre un mec comme ça en devenir qui va t'apporter des certitudes sur un truc où t'as pas forcément, tu vois. Donc un poste 4, un poste 3 ultra référencé 3&D. Je pense que c'est plutôt vers ça que tu dois tendre plus qu'un mec comme David Booker. Moi je te rejoins un petit peu, ce serait casser un début d'alchimie qui est en train de se créer. Moi, on va pas des remarques qu'on peut débattre là-dessus, mais pour moi, quand Bogut il arrive, il y a Jack Clay Thompson, il y a déjà Steph Curry. Pas du tout, non. Il est drafté, ça avance. Mais c'est Andrew Bogut, c'est pas non plus un pivot, tu vois, juste pour faire la maille quand il vient. C'est ce que je te dis. Je suis en train de te dire que tu laisses partir. Tu crois en Steph Curry, tu crois en Kate Cunningham. Tu regardes ce que tu as autour. Qu'est-ce que tu vas aller chercher pour densifier ton équipe tout de suite? Tu avais monté Ellis, ça avait du sens de le dégager alors qu'il était bon depuis des années. En tout cas, il faisait des stats. Tu vas chercher un mec que t'as pas du tout dans l'effectif. Tu vois, c'était Biedrins et tout ça. Tu prends un gars référencé mais qui est pas All-Star. Donc un gars, quelque part, en devenir dans un gros projet, il l'avait jamais été avant. Pareil pour Aaron Gordon. On a détruit Aaron Gordon, il avait le potentiel pour, finalement, il arrive là et il vient combler un manque que tu as. Mais les deux mecs, c'est pas des stars. Mais c'est des mecs qui vont prendre des minutes, c'est des gars qui sont importants, c'est tout de suite ta troisième, ta quatrième option. C'est ça plutôt que j'irais chercher pour Détroit, encore une fois, plutôt qu'un Devin Booker. Ok, donc Kristaps Porzingis à Boston, par exemple. Après, là, pour le coup, l'équipe, elle a aucun sens. C'est les titans, tu vois ce que je veux dire. Mais t'as vu, par exemple. C'est des titans. Oui, mais l'été dernier, il n'était pas là. Je sais, mais je veux dire, là, l'équipe, elle est déjà tellement balèze. Je pense plutôt à une équipe qui n'a pas encore gagné, ou qui n'est pas très très forte encore, qui fait ce trade qui te permet tout de suite d'aller en finale de conférence. Et tu vois, les Boston. Donc aujourd'hui, les Pistons, vous me dites qu'ils sont à un trade, potentiellement, d'un mec titulaire, mais qui n'est pas une superstar et tout, d'aller en finale de conf à l'Est, quand on voit la concurrence. Mais pourquoi pas? Actuellement, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais moi, l'objectif pour moi des Pistons là cette année, c'est de gagner au moins 2 matchs en playoff. Oui. Pour moi, c'est ça l'objectif. Et à domicile de préférence. Même pas de passer un tour. D'accord. Vraiment, s'il y a 2 matchs gagnés, c'est pour moi la saison, elle est plus. Bah déjà, les playoffs, c'est plus que réussi. Mais il faut une victoire parce qu'il n'y a pas eu de victoire depuis 2009 quand même. Je sais, la dernière fois, vous étiez sweepés par oui, 2 fois. Alors que vous avez été très vaillant sur cette série-là. Moi, je reste persuadé qu'il y a une vision de GM et je suis d'accord que monter des trucs à la recherche de superstars, ça marche pas. On a ces 15 dernières années, on a vu que des exemples de ça. Il n'empêche aussi qu'on a vu que par moment, le marché t'offre des opportunités qu'il faut ou pas savoir saisir selon les goûts. Mais dire non, pas ci, pas ça. Mais parce que c'est une question d'ADN aussi, tu vois. Et si on prend encore une fois les exemples très concrets. Les Suns de Devin Booker étaient Qatar, on a senti une progression, ils prennent Chris Paul, ils vont en finale NBA. Bon exemple. Parce que tu vas chercher quelqu'un qui est une star, qui est un peu sur la fin à Houston et tout, et qui te permet de gagner du temps. Mais là, on est vraiment en train de se poser la question de... ici en plus. C'est la raison, en plus, c'est qui t'a OK ici, je me trompe. Mais là, on est vraiment en train de parler de Détroit, champion potentiel, enfin, sorti de l'Est, l'année prochaine avec Devin Booker. Non, moi, je parle juste de... Il faut une très bonne saison. Et dans l'état actuel, il y a plein de jeunes qui vont se développer encore. Je leur laisse tout ce qu'ils veulent. Je dis, c'est quoi les prochains axes de progression? C'est ça ma question. Moi, je pense pas. Non, mais Devin Booker, pour moi, c'est même. Je pense pas spécialement à Devin Booker. Je dis juste que demain, si le marché te propose, parce que peut-être qu'à Phoenix notamment, il va se passer plein de choses, ou d'autres, est-ce que tu dois pas étudier le fait d'associer? Et on a fait pareil avec Doncic à Dallas. Comment on associe, qui on lui met à côté? Et ça a duré des années, ce débat-là. Et finalement, il a fallu que Kyrie Irving arrive. Oui. Et j'ai entendu plein de toute façon, je regarde toutes les rumeurs. C'est toujours les questions qu'on se pose autour de mecs forts comme ça. Il n'y est pas encore, je trouve, à ce moment-là. C'est pour ça que je dis ça. Moi, c'est que je crois qu'il doit. Ça parlait de Madrid aussi. Ouais, tu vois, je pense qu'il doit prendre des pièces, tu vois, quand même moins fort que Kane en disant, gros, on va voir où tu peux nous amener tout seul déjà. Passer un tour d'ici 2-3 ans, aller en finale de conférence comme ça. Et puis, si ça marche pas, comme Luka par exemple, et ben là, tu vas chercher quelqu'un d'autre. Eux, ils n'ont pas besoin d'aller chercher quelqu'un d'autre. C'est le Thunder d'OKC qui pourrait potentiellement gagner cette saison 70 matchs. Rejoindre la barre mythique des 70 matchs. Pour l'instant, ils sont à 60 victoires. C'est déjà le record de franchise égalé. C'était en 2012. 2013, c'est la 8e équipe la plus rapide de l'histoire à le faire. Et donc, oui, c'est ça, d'accord. Est-ce qu'on y croit à cette barre mythique des 70 victoires? Il reste 10 matchs. Il faudrait qu'ils fassent 10 victoires d'affilée. C'est donc 17 en tout. Il reste 10 matchs. Moi, non, je crois pas qu'ils vont aller chercher ça. Je pense pas qu'ils vont se cramer pour ça. Enfin, moi, c'est mon avis, tu vois. Là, déjà, ça va être le record de franchise. Ça, ils vont l'avoir.
Non, je crois pas. Hein. Toi, tu crois, toi? Tu penses qu'ils vont se casser les jambes pour ça? Non, hier on en a beaucoup parlé dans Clutch d'ailleurs, où moi je disais j'espère qu'ils vont être assez intelligents, assez anticiper les playoffs en disant ça sert à rien, enfin ça sert jamais à rien d'avoir 70 victoires, oui, en tout cas de se tuer à la tâche, sachant qu'ils ont des blessés, des absents et tout. Fait 66, 67, 68, bravo les mecs. Hein. Thomas, pour rebondir justement, ils ont eu cette année beaucoup de blessés, beaucoup d'absents, et pourtant ils ont toujours su rebondir et gagner des matchs. C'est ce que tu nous disais hier dans Clutch sur la Wina TV, vous le savez, tous les mercredis et les vendredis de 17h à 18h. En fait, ce qui est dingue avec cette équipe de Casey, c'est qu'elle a un style particulier, elle a une superstar, elle a un super coach. Ça, c'est des choses qu'on savait. Ce qu'on n'imaginait pas tant que ça avant le début de la saison, c'était les ressources et la profondeur qu'il y avait dans l'équipe. Shuttlegram a raté beaucoup de matchs cette saison, ça s'est pas vu. Hartenstein n'a pas commencé la saison avec l'effectif, finalement, ça s'est pas vu. Là, ils perdent leur deuxième meilleur joueur, Jalen Williams, ça se voit pas, et les victoires continuent à s'enchaîner. Donc, moi, je suis bluffé par ce qu'a réussi encore une fois, à créer cette saison Marc Daigneault. L'alchimie est fantastique. Et puis, on se pose cette question parce que c'est une équipe qui a en elle de gagner 10 matchs d'affilée pour aller chercher la deuxième meilleure équipe de l'histoire de saison régulière. Troisième. Ouais. En fait, troisième. La question qu'on se pose, c'est que, et tu le disais, Wax, un peu, c'est l'objectif de cette équipe-là, quant à ce bilan-là, c'est d'aller en finale NBA. Ah ouais. C'est pas d'aller chercher 70 victoires. Mais en même temps, ils ont tellement une dynamique qui fait que ils vont pas non plus, ils vont pas se forcer à perdre des matchs. Donc, ils sont un petit peu dans une sorte d'entre-deux, même si je reste persuadé que, et c'est ce que tu disais Thomas hier aussi, il faut qu'à un moment donné, la priorité des priorités de cette équipe-là, l'histoire d'une franchise, elle s'écrit en play-off, pas en saison régulière. Ouais, et puis c'est crevant. Hein. Les playoffs, c'est vraiment c'est un marathon pas possible. Tous les ans, on se rend compte de ça en le revivant. On fait, oh la vache. 2 mois d'effort. Ah ouais, donc c'est pour ça, moi, en tout cas, si j'étais à la tête du truc, je dirais, on va lever un peu le pied. Chez, on le met au repos ici ou là. Un peu, ouais. Ça fait partie du jeu. Après, je connais pas leur emploi du temps, tu vois. Intéressant. Ils finissent à 18h le lundi. Si on l'a vu, ils jouent 2 fois les Lakers, ils vont à Houston, ils vont à Phoenix l'avant-dernier match, donc ils peuvent se faire attraper 2-3 fois, mais on le rappelle, ils sont assurés de finir premier de la conférence Ouest, donc c'est plus pour l'ego, c'est plus pour écrire l'histoire. Moi, je pense que leur histoire, ils doivent l'écrire ailleurs que là, mais en même temps, 67, c'est déjà extraordinaire. T'es à toucher de main d'atteindre la barre 70. Là, je te rejoins sur hier, c'est à un moment donné, s'ils sont à 63, 64, ils enchaînent, là, ils sont à 7 victoires d'affilée. S'ils sont à 10, à 11, à 12, là, va falloir commencer à y penser. Mais si tu perds un petit peu avant, t'as le droit aussi d'être intelligent. Hier, je posais une question à Thomas, il n'était pas spécialement d'accord. De toute façon, en ce moment, on s'entend plus du tout. Mais, mais écoute, c'est comme ça arrive. Petite crise de couple. Oui. Est-ce que le fait d'atteindre la barre mythique des 70 victoires, ça va pas leur donner un statut encore plus attendu que d'autres, que si jamais ils vont pas jusqu'en finale NBA, ou peut-être même jusqu'en finale de conf, on va pas leur tomber dessus encore plus fort. Parce que le statut sera de dire, vous êtes une équipe à 70 victoires. Mais rappelons-nous ce qui s'est passé avec Golden State, c'est qu'à partir du moment où tu arrives dans le club très fermé des 70, on te regarde et on fait, ok, 70, mais s'il n'y a pas de titre, ça sert à rien. Et donc là, on pense évidemment aux Bulls, tu vois. Et donc là, ça sera un peu pareil, c'est-à-dire qu'on croisera les bras. Ils auront déjà toute la ville de Chicago qui diront, on veut vraiment pas qu'ils gagnent parce qu'on veut être les seuls à avoir fait cet exploit. Donc après, bon, de toute façon, ça donne toujours un boost. Et de toute façon, aussi, ce qu'il faut rappeler, contrairement à Golden State, c'est que c'est un petit marché OKC. On regardait le prix des places tout à l'heure. Il y a une place à $9 pour le OKC Détroit de la semaine prochaine. $9, hein. C'est quand même incroyable. C'est quand même fou. Et donc, je pense que effectivement, n'importe quel milestone comme ça est important pour ce genre de petit marché. Ouais. Ce que je disais moi hier, c'est surtout. Je sais plus ce que je voulais dire, je t'écoutais, putain, je pensais Il y a pas un truc avec Charles, mec. Non, mais attends, c'était quoi ta question? Qu'est-ce qu'on n'était pas d'accord hier? Dis-moi. En fait, la pression la bière est plus chère que la place. Je disais ça, je suis parti dans un autre. Incroyable, c'est fou. La pression médiatique que ça peut potentiellement leur amener. Moi, ce que je disais. Et la pression aussi, peut-être que eux, ça peut leur amener. C'était une question, c'était pas vraiment ton avis. Moi, mon avis, c'est que, et je t'ai dit ça hier, vu leur attitude, vu leur surconfiance, au-delà du basket, les interviews d'après-match et tout, qu'ils soient 66 ou 70, la pression, elle sera énorme sur eux. C'était dans ce sens-là. Tu vois, je veux dire, si on attend qu'ils soient 70 pour leur mettre la pression, c'est qu'on est complètement con. C'était plus dans ce truc-là. S'ils soient 69, donc le 3e meilleur bilan de l'histoire, gros, tout le monde va attendre, quoi qu'il arrive, comme ça, en disant, ah, vas-y, on va voir au premier tour. On va voir au deuxième tour. Parce que ce sera quoi qu'il arrive un upset. C'est ça que je voulais dire. Et je pense que tu es d'accord avec moi, finalement. Non. Et
la violence. On en parlait hier aussi rapidement pour finir sur OKC, dans la gestion de cette fin de saison-là. Il y a certainement mettre un peu Shai peut-être au frigo. Il y a une course au MVP qui, selon moi, et selon Fersim d'ailleurs, parce qu'on est d'accord là-dessus pour le coup, est quasiment fini avec les blessures restantes de Nikola Jokic, même si son retour hier... 39-10-10, easy. La passe D, elle est incroyable. Oh là Mais là, trop fort, il est trop fort. incroyable. Mais l'écart, mais toujours couper toujours ligne de fond avec les bons joueurs, on est souvent récompensé. Et mais on a l'impression... Quel est ton avis toi sur cette course au MVP? C'est fini, Shai va être MVP? Oh, bah, non, pour moi, c'est Jokic qui l'a. Moi, je veux que ça soit Jokic. D'accord. Voilà, si tu veux ma take, qui vaut pas grand-chose. Mais après, effectivement, moi, j'ai pas vu un run comme ça d'un arrière depuis Jordan. Hein. Tout à fait. Et dans le fait d'aller chercher 70, si le meilleur joueur de cette équipe-là... Là, c'est game over. Ah, mais donc il y a des enjeux encore. Ah oui, quelque part. bah oui, personnel. Oui, il y a un enjeu pour lui. Bah, ça, c'est sûr. Parce que toi, tu dis que s'il il a 67 victoires, ça suffit pas pour qu'il soit MVP. Tu vois ce que Pour je veux moi, dire? Moi, je trouve que 3 victoires, à un moment donné, quand tu as 15 victoires sur d'écart avec le Non, mais deuxième. déjà, quand tu dépasses 65, c'est énorme. Mais oui, t'es Me fais déjà pas la dire meilleure ce que j'ai équipe pas dit. de Me l'histoire. fais pas dire ce que j'ai Non, pas je dit. sais, mais déjà. c'est pour ça que je te pose la question. Non, moi. Sur 15 victoires d'écart, tu te rends compte? La question, c'est que, en gros, je pense qu'effectivement, dans tous les cas, ça fait quelques semaines déjà. Rappelle-toi, tu sais, quand il y a eu l'affrontement back-to-back, C'était 50-50. c'était un peu 50-50, mais finalement, on était tous d'accord pour se dire que Shai va l'avoir cette année parce qu'il le mérite, enfin, tu vois, bien sûr. tout simplement, et que même s'il fait une saison de mammouth, le Jokic, on lui a déjà donné 3, on revient en fait sur cette conversation qu'on avait déjà eue à l'époque de Joel Embiid où De on était lassitude là, de donner voilà, des trucs, bah oui. donc du coup on va le donner à Joel Embiid parce que à l'époque il n'était pas champion, mais voilà, du coup est-ce que ça vaut le coup qu'il en ait 3 alors que l'autre en a 0? Enfin tu vois, Shai va l'avoir, je pense. Mais moi, je le donnerais quand même à Jokic parce que dans 20 ans, on reparlera de cette saison de Jokic en disant mais c'est quand même incroyable qu'il ne l'ait pas eu. Et On a fait un débat, il n'y a pas si c'était là, Il y a 2 semaines, il y a non 2 semaines dans le First des choses sur justement cette course au MVP. On se disait que c'est fou que Jokic, qui est déjà 3 fois MVP, qui va faire la meilleure saison en carrière, puisse ne pas l'avoir, mais on sait que la réalité de chaque saison est parfois un petit peu différente. Et peut-être même la meilleure saison de l'histoire d'un pivot. Incroyable. De l'histoire tout court d'un joueur, même. Peut-être d'un joueur. Messieurs, on est sur un record des news les plus longs de l'histoire du First des Shows. Et je les termine là-dessus parce que quand même... Damien Lillard, donc... J'ai oublié de le dire, mais... Gros big up à Trajan Langdon, parce qu'on a parlé des Pistons sans citer son nom une seule fois, et je pense que c'est lui le game changer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Quelle fac? Pas du tout. Michigan State. Non, pas du tout, c'est Duke. Il y allait, hein, au kilo. Même couleur en même temps. Champion, funker de l'Euroleague avec Athènes. Avec le CSKA Moscou. Allez non, mais en plus, il a été MVP de l'Euroleague, non? MVP, je suis pas sûr, mais il a joué au CSKA Moscou et tout. Il y a pas ça. Non, je suis pas. À voir, à vérifier. MVP de l'Euroleague, ça me dit rien. Ouais, moi non plus. Mais Trajan Langdon, c'est les belles années avec Ettore Messina, il me semble. Ouais, il a été 2 fois champion. CSKA Moscou, possible. Là, tu me mets un peu dans les cordes. Écoute. C'était il y a très longtemps. Ouais. Mais tu verras, je suis pas si mauvais que ça auquel fac. J'ai rien dit. Moi, je t'ai posé une question, t'as eu faux, c'est tout. Oui, c'est vrai. Dernière news, elle est moins marrante. C'est potentiellement, ça reste à confirmer. Pour l'instant, il y a un point d'interrogation. La fin de saison pour Damian Lillard avec les Milwaukee Bucks pour une thrombose veineuse. Encore une fois, cette fois-ci, c'est au mollet droit pour Damian Lillard, donc absence indéterminée, comme Victor Wembanyama, ou pas Thomas, parce que c'est pas le même âge, c'est pas le même contexte, et hier... c'est pas le même endroit non plus. Hier, on se posait la question, quand on a vu cette info-là, de se dire, on est un peu inquiet presque pour la suite de la carrière de Damian Lillard. Parce que une thrombeuse veineuse, on s'en remet. Une thrombose veineuse, on s'en remet aujourd'hui avec des traitements, etc. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'inquiétude sur Victor Wembanyama. On a vu Brandon Ingram l'avoir, on a vu Ausar Thompson l'avoir. Il y a eu certains joueurs qui l'ont eu. Le problème, c'est que c'est des joueurs jeunes. Des joueurs qui ont moins de 30 ans et qui ont encore toute leur carrière devant eux. L'exemple de thrombose veineuse au mollet, qui s'est mal passé, c'est Chris Bosh. Chris Bosh a essayé de revenir. Finalement, on lui dit « Niet, c'est finito », alors que quand même, il était encore dans ses belles années. Donc, moi, j'ai une inquiétude. Aujourd'hui, il n'y a aucune info. Les Bucks se veulent rassurants. Il n'y a pas eu encore ils n'ont pas reparlé de ça. Ils espèrent encore qu'ils reviennent d'ici la fin de saison. Je pense qu'ils prennent encore un petit peu leur temps. Ils ont bien raison. Mais il y a un monde où on ne voit plus Damian Lillard sur un terrain de basket. Et ça, ça existe. Ouais, c'est catastrophique. Franchement, c'est terrible. Après, moi, effectivement, je ne suis pas médecin. Je ne sais pas du tout la gravité du truc et tout.
C'est un caillot dans le sang, donc bon, on sait que c'est grave. Ouais, bien Si sûr. c'est prédatant, il n'y a pas de souci. Après, il faut faire gaffe, quoi. C'est ça. Faire gaffe. Là, c'est prédatant. Souvenez-vous, Chris Bosh, comme c'est allé vite. Hein. Entre le moment où ils disent ah, il y a ça, en fait, tu peux plus. Il disparaît. Pendant un moment, on le voit plus. Il essaie de revenir, mais on lui dit non, mais c'est mort. Et terminé. Et Chris Bosh, ça s'arrête comme ça. Ouais. On espère vraiment, avec tout ce qu'on a vécu avec Damien Lillard, que ça puisse pas arriver. On aura certainement le temps d'en reparler. Et si c'est le cas, même le projet Bucks derrière, on verra ce qui se passe en play-off et à l'intersaison. Mais ça peut changer beaucoup de choses du côté de Milwaukee aussi. Voilà, c'était la dernière news. C'était pas la plus gaie, mais on va parler de choses plus sympas, parce qu'un Français pourrait potentiellement être rookie de l'année une nouvelle fois. C'est dans le débat. Ils sont 2 Français à pouvoir être rookie de l'année, mais nous, dans ce débat-là, on va s'intéresser au numéro 1, le dernier numéro 1 de la draft, Zaccharie Risacher des Atlanta Hawks, le fils de Stéphane Risacher pour les plus anciens. Messieurs, avant d'aller dans le détail, dans la progression, dans la course finale, j'aimerais qu'on revienne quasiment 9 mois en arrière. On se souvient, quand il est drafté numéro 1, il y a quand même pas mal d'interrogations. On connaît son talent, mais on se dit, est-ce qu'il a les épaules pour être un numéro 1 de draft? On a des exemples de mecs qui n'étaient pas spécialement prévus pour être numéro 1 de draft et qui ont explosé un petit peu en vol. 9 mois plus tard, quel regard vous avez sur, elle est presque terminée, cette première saison régulière de Zaccharie Risacher? Moi, j'ai que des bons a priori, à la fois sur Zaccharie et sur la saison qu'il est en train de produire. Être numéro 1 draft, c'est toujours beaucoup plus de pression d'un point de vue médiatique, beaucoup plus de pression aussi au sein de ta franchise. Il y a beaucoup d'attentes et c'est normal, et beaucoup de pression aussi via les réseaux. La chance qu'a Zaccharie, c'est à la fois d'être dans une draft, et pareil pour Alex, hein, une draft où il n'y a pas un gars qui sort énormément du lot. On l'a ressenti avant la draft et on le ressent encore une fois dans cette saison, parce qu'entre les mecs qui auraient pu gagner le rookie de l'année, je pense à Jared McCain qui avait commencé comme il fallait, finalement s'est blessé, et donc tout ce tumulte autour des bons joueurs rookies qui n'ont pas pu finir la saison, ça te permet d'avoir une chance de gagner le rookie de l'année. Moi, ce que je vois, c'est qu'il est arrivé vraiment au bon endroit. Il est arrivé dans un endroit qui lui fait confiance, donc les Hawks sont allés le chercher plutôt qu'Alex, alors qu'au début, vous vous souvenez, on se posait la question de l'un ou de l'autre. Je me souviens que Landry Fields s'était déplacé à Bourg-en-Bresse pour avoir un match de play-off ou d'Eurocup. Absolument, tout à fait. Et il est arrivé au bon endroit. Ils lui font confiance, ils l'ont mis sur le terrain tout de suite, ils lui ont donné des minutes, ils ont même fait de la place avec le départ de DeAndre Hunter, qui est aujourd'hui un meilleur joueur que Zaccharie, mais qui, en devenir, avec le potentiel, évidemment, ils préfèrent parier sur leur rookie, c'est bien normal, et lui, je trouve qu'il leur rend bien. Alors, oui, bien sûr, on sort d'une année avec Victor Wembanyama, qui a amené à être MVP dès sa 3e année, le mec, mais Zaccharie Risacher est déjà un joueur ultra compétent de NBA, ultra sûr, avec des forces très claires, sa défense, son adresse, être dans le collectif. Maintenant, voilà, c'est une première année, j'en attends encore beaucoup plus dans les années qui vont suivre. Ouais, en fait, cette draft, ça me fait penser un peu à la draft 2016, tu sais, où il y avait Jaylen Brown, où finalement c'est Malcolm Brogdon. Tout à fait, avec 10,2 points par match. Ouais, voilà, mais en fait, avec des résultats en fait, d'équipe qui étaient plutôt bons. Moi, je trouve qu'ils se font hyper bien dans le décorum des Hawks. Il a l'air de très bien s'entendre avec Trae Young. Et franchement, à chaque fois que je l'ai vu, je vous avoue, je me suis pas buté, j'ai pas regardé 200 matchs des Hawks cette année, mais de ce que j'ai vu à chaque fois, les seuls matchs que j'ai vus de A à Z, j'avais vraiment l'impression de voir un mec déjà référencé en fait. Ouais, qui est depuis 5 ans dans la ligue. Ouais, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a beaucoup de maturité. Un très bon joueur NBA. En fait, très tôt, on s'est dit, ok, ce mec-là, moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les premières sorties de Zaccharie Risacher, quand j'ai vu ses 10 premiers matchs, je me dis, quoi qu'il arrive, après, il y a toujours des fourchettes plus hautes que d'autres. Je me dis, ce mec-là, il peut jouer 10-15 ans dans la ligue avec ce rôle-là, déjà. De free. Voilà, de free and D, juste à minima. Maintenant, ce que j'aime bien, c'est qu'après un mois de décembre compliqué, avec la NBA Cup notamment, où j'avais eu la chance de le rencontrer, où ça avait été un peu compliqué, depuis le mois de janvier, il y a eu un changement d'attitude quelque part. Je pense que le départ de DeAndre Hunter, a changé plein de choses, et donc il a été rookie du mois de la conférence Est en février, mais je trouve qu'il y a des trucs, par exemple, quand il rate des débuts de match, ou quand il est maladroit, son game ne change pas. Tu vois, je trouve qu'il garde cette agressivité aujourd'hui avec Trae Young. On voit ses stats depuis son retour de blessure, donc c'est quand même des stats de potentiel rookie de l'année. Là, c'est ses stats donc du mois de février.
En mars, il est encore au-dessus. Il est à plus de 15 points par match. Ah oui, il est à 17 points, à 53% sur les 8 Regardez derniers matchs, l'évolution de mois après mois. On parle donc du mois de décembre où ça a été compliqué, mais depuis, il y a une vraie prise de conscience et ça se sent, il est agressif. Les gars, on en a connu des jeunes Français où on se disait, faut être agressif. On va pas citer les noms, on les connaît. Faut être agressif. Ils sont plus NBA, malheureusement. Lui, là, ce que j'aime bien aujourd'hui, c'est que il est mis dans un contexte, t'as raison, Triangle, mais même la franchise le met bien et œuvre pour lui. On a vu George Niang, par exemple, avoir une quote pour dire que c'est lui le rookie de l'année. Un vrai soutien, quoi. Ça, on aime qu'il y ait toute une franchise derrière ce joueur-là. Puis lui, sur le terrain, je trouve qu'il joue comme une deuxième, troisième option d'une équipe. En devenir. Mais c'est là où je t'en rejoins complètement et ça revient dans la maturité. Comme il est déjà mature, il était déjà mature l'année dernière à Bourg-en-Bresse. Hein. Là, il est encore plus mature dans un style de jeu. La NBA te permet d'avoir beaucoup d'espace. Tu vois ses points forts aujourd'hui. Ils sont assez clairs. C'est un très beau physique. Dès qu'il a de l'espace, il va marquer des dunks, il va avoir des paniers avec la faute. C'est quand même aujourd'hui dans la NBA actuelle, c'est au moins 6 points garantis par match. En plus de ça, c'est un gars sur le catch and shoot qui est vraiment fiable. On le voit dans le corner et on voit que Trae Young, et là je te rejoins complètement, la relation qu'ils sont en train de développer, ça c'est ultra intéressant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas un gars qui est capable d'être fort sur un 1 contre 1, de prendre des pick and roll. Il est bon sur l'attaque de close-out. Par contre, vraiment bon. Je le vois être agressif ligne de fond, à finir au cercle. Ça, c'est des bons trucs. Mais pour devenir un joueur supérieur, il a encore le temps. Hein. Il va falloir qu'il bosse son dribble. Il va falloir qu'il bosse aussi les situations de 1 contre 1. Et c'est ce qu'on demande aussi à un numéro 1 draft. Il fait pas d'ISO encore, par exemple. Il en fait pas du tout. C'est un 3&D aujourd'hui. Mais dans l'évolution qu'on attend d'un très haut choix de draft, qu'il soit français ou américain, c'est sa capacité à progresser. Et on a toujours le même exemple en tête. C'est Paul George. Entre la saison rookie de Paul George et ce qu'il va devenir ensuite, il va tellement bosser et tellement progresser sur sa prise de décision, sur son dribble, sur sa créativité, qu'il en devient ensuite un joueur All-NBA et un joueur All-Star. Moi, c'est ce que je souhaite pour Zachary Zaché, c'est qu'il se concentre d'abord sur lui-même, sur comment je vais faire des différences sur le dribble en NBA. Moi, ce que j'aime bien aussi, et ça se voit par rapport à d'autres rookies ou même d'autres joueurs NBA, c'est la discipline. Ouais, c'est vrai. C'est la discipline. C'est vrai. Défensivement, Quinn Snyder, il aime bien mettre des défenses un peu où il faut aller trapper, faut des rotations à l'opposé. Il s'oublie jamais. Tu vois que c'est un ancien pro en fait. Enfin, qu'il est pro depuis longtemps. À un moment donné, il faut dire la vérité. L'Euroleague, l'Eurocup, le basket professionnel en FIBA. Eh ben en fait, tu le sens, ça se voit tout de suite. Il fait des trucs défensivement, mais pas que tenir son duel. Déjà, il triche jamais défensivement. Il tient tous ses duels. Et surtout, il est dans toutes les bonnes rotations. Et en attaque, c'est pareil. Quand c'est pas pour lui qui doit rester à l'opposé bien large pour attaquer les close-out, il le fait, il va pas venir au milieu, couper. Ah non, pardon, je voulais pas. Tu vois, il a cette discipline qui, pour moi, lui fait gagner du temps par rapport à pas mal de gars. Et puis, même en interne, il y a de la concurrence à son poste. C'est quand même pas un rookie où tout était... Là, la blessure de Jalen Johnson, le départ de DeAndre Hunter, alors on souhaite jamais de blessure, mais pour lui, ça tombe quand même... Et c'est associé avec des résultats. Continue à gagner des matchs quand même. Oui, c'est ça. Et il a su se battre et au final, effectivement, c'est aussi une ligue d'opportunités. Il a su saisir les opportunités. Mais combien de fois on a vu alors, tu disais des Français, mais il n'y a pas que, de joueurs qui n'ont pas su du tout saisir les opportunités comme ça. Lui, pour moi, il est réaliste. Il est concret. C'est rassurant en fait. C'est rassurant. Oui, bien sûr. Nous, vraiment, pour l'avoir suivi l'année dernière, pour moi, il faisait des choses qui, comme on disait, tu vas exister en NBA. Comment, pourquoi et où, on ne savait pas encore, mais tu allais exister en NBA. Maintenant, je vois quand même un mec où je me dis, d'accord, t'es numéro 1, t'as les épaules, t'encaisses, t'es tombé au bon endroit au bon moment. C'est quand même aussi souvent important en NBA. Et je trouve en tout cas que tout est très rassurant. Sans dire que j'étais très inquiet. C'est l'émotion, j'ai mis un coup d'épaule. Sans dire que j'étais très inquiet, je trouve en tout cas très rassurant. Ok. Son pourcentage augmente. Ouais, un dernier truc. Vas-y. Vous savez ce qu'on regarde toujours chez les jeunes joueurs? Quand tu les vois comme ça, on parle de maturité et tout, il faut quand même, ici ou là, avoir des flashs, avoir des instants où tu dis « Oh, il a fait un truc de ouf. » Là, cette semaine, il a fait dribble dans le dos, Thomas, ça a fait le tour du monde. Tu dis « Ok, il a eu des sorties à plus de 25, des sorties à plus de 30 points. » Ok, il est capable, ce gars-là, d'avoir des coups de chaud sur des cartons, sur des matchs entiers, avec de l'adresse. Ok, ça m'aide à me projeter sur la phase 2 de son évolution, c'est-à-dire peut-être être une option 2 derrière Trae Young, mais une option 2, tu vois, assumée, quoi. Donc c'est ultra intéressant dans cet échantillon-là de saison rookie, où il a quand même été capable de nous montrer que ça peut être une star un jour, ou un all-star, quoi. Des matchs à 27, des matchs à 30, des premières mi-temps ratées, des premières mi-temps très bonnes derrière, on se souvient notamment à OKC face à une très forte défense. Il y a beaucoup de choses.
Et on va prendre cette déclat de Nico Batum. Il me fait penser à moi quand j'avais le même âge. Mais il est plus en avance et plus offensif que je ne le suis. Il a le flair pour le jeu et c'est très rare. Cela ne se remarque pas dans les highlights, mais il sait jouer dans les bons espaces. Maurice Carême. Tellement. Non mais poète quoi, c'est magnifique. Ah oui. Mais par contre, si Nico, ça se voit du coup. Moi je trouve Mais que c'est trop bien ça. Moi je voulais absolument parler de ça. Exactement, et t'as raison. Mais ça se voit. Par contre, Nico, moi je trouve quand je regarde les matchs que il a ce côté où il sait toujours bien se placer. Regarde les matchs. Personne ne regarde les matchs. Ça, Ah bon, pardon. Moi je reste personnel. Non mais pardon, je veux dire. Non mais là où je rejoins complètement Nico et je trouve que sa comparaison elle est super sur leur progression et ce qu'ils sont déjà capables très jeunes, lui à Portland et l'autre à Atlanta, d'apporter à un collectif. Ils sont dans un collectif. Tu vois. Alors bien sûr, je pense que Zachary sera jamais aussi glue guy que Nico, tu vois, par la passe, etc., etc. Par contre, il a déjà, et je le rejoins complètement, arrête Arwan, il rigole, là, il y a que des mecs qui rigolent autour de moi, mais qu'est-ce qui se passe ? On va faire une petite parenthèse. Qu'est-ce qu'il y a ? Faut pas faire ça en émission, faut pas envoyer des photomontages comme ça. Moi après je peux pas. Oh je suis désolé, hein, moi je peux pas. Je peux pas faire. Léo, c'est ton anniversaire. Donnez beaucoup de force à Léo. Mais non, là, Léo, on va parler à la fin de l'émission. Moi, je vais exploser en fou rire hein, si on envoie des photos. Léo vient juste envoyer un message, un photomontage avec Chris, notre cadreur, qui est juste en face et qui est très drôle. Voilà, on peut continuer. Allez, on continue. Voilà, super Nico Batum en tout cas. Ouais, bravo. Maintenant, alors, on a envie évidemment de voir un Français. On a une vraie pensée pour Alexar. Le fait qu'on ait choisi de faire ça, on a fait une émission il y a pas longtemps sur Alexar aussi dans la libre antenne. On n'a pas de préférence. Nous, on est à fond derrière les Français. Ah oui. Il n'empêche que il y a une vraie concurrence. Ils sont à peu près, Thomas, 3, 4 à pouvoir, pour moi, Jalen Ware par un petit peu de loin. Jalen Wells plutôt, qui fait une meilleure... Voilà, Jalen Wells, mais qui Jalen rentre... Ware, il a fait un bon 2025, donc voilà, Zach, il dit, ok, tu vois, Jalen Wells qui rentre un peu dans le rang pour moi, au niveau... Et surtout, j'ai l'impression que dans les vibes du moment, Alexandre Sarr, Zachary Zaché et Stephen Castle, le coquin qui est le meilleur scoreur de cette QV rookie, vont se tirer la bourre à 3 pour avoir le titre de rookie de l'année. Nous, notre souhait, c'est qu'un Français gagne ce trophée. Moi, j'avais l'impression que... Enfin, j'ai cru voir le rookie ladder de la NBA et que Sarr était passé 3e. Oui, il est repassé 3e. Il est repassé 3e, alors qu'il fait un mois là, de mars, il a 16 points par match. Ouais, il est très bon, très Il a mis 27 encore hier soir, il est en pleine bourre. Hein. C'est terrible parce que nous, on veut que ce soit un Français, que ce soit Alex ou Zach. Ça sera pas le cas, malheureusement. Le truc, c'est que Stephen Castle a vraiment de l'avance. Il a vraiment de l'avance dans l'esprit de tout le monde. Après la blessure de Jaron Fox, après la blessure de Victor, l'absence de Victor, bon... Il a eu des bonnes performances, il a eu des sorties à 20 points ou plus. Il est dans l'esprit du grand public, aujourd'hui, le leader de cette course. Ouais. Tu peux ne pas être d'accord, mais c'est un constat. Bah, bien sûr, ok. Bah, vas-y. Mais non, mais c'est... Vas-y, fais ton taf. Vas-y, continue. Moi, je te donne du contexte. Tu dis qu'aujourd'hui, il est premier dans l'esprit de tout le monde, il a des meilleures stats, il est très très régulier et tout. Donc carrément. Bah, pour moi, c'est important aussi. Il y a certains... comment on dit facteurs, joueurs, journalistes. Non, titre individuel. Arrête avec ça. Mais je sais pas de quoi tu parles. Titre individuel qui pour moi doivent être liés aussi aux résultats collectifs. Et donc rookie ça marche alors. Et pour moi rookie ça marche aussi. Ah non, mais le rookie c'est certainement le trophée individuel ou le... Ah bah d'accord, si t'es à 24 points par match, je dis pas. Mais là ça se joue ça joue et là tu marques un point. Et c'est vrai que quelque part, dans une course où il y a pas Zion, il y a pas Luka Doncic, il y a pas Donovan Mitchell, d'ailleurs qui a pas été rookie de l'année pour le coup, il y avait pas il y a pas Victor voilà, il y a pas Victor. Non mais ça va, on aime bien avoir d'autres exemples. Ben peut-être que là, exceptionnellement pour ce trophée là, il peut... on se souvient de Michael Carter-Williams qui avait été élu rookie de l'année avec un bilan minable, mais il était à 16 points par match. Oui, c'est pas énorme. Il avait été magnifique d'ailleurs. Voilà, il avait été très bon. Ouais, et puis c'était une cuvée... Donc là, on peut imaginer que le bilan joue avec... parce que finalement, le trio est très resserré. Moi, je pense que c'est écrit que ce sera Stephen Castle qui l'aura. Il y a pas vraiment de débat, ils vont lui donner et il est méritant, c'est un super joueur. Oui, bien sûr. On dit pas du tout. On aime beaucoup. On l'adore. Juteux. Oui, juteux, ouais. On l'a vu à Paris, en plus. On adore Stephen Castle, voilà. Mais effectivement, moi, je trouve que Zachary a plus de mérite. Voilà. Il est dans une équipe plus compétitive et... C'est un argument de vote, je trouve. Il avait plus de pression aussi sur ses épaules. Après, il l'aura pas, mais moi, je donnerais mon vote à Zachary. Est-ce que c'est marrant de ce que tu dis? J'y ai pas pensé en préparant l'émission, mais du coup, est-ce que le fait, Thomas, d'être numéro 1 et d'assumer cette pression-là, ou même d'être numéro 1 tout court, est-ce que ça peut aider au moment des votes?
Ah, moi, je trouve qu'au contraire, je lui enlève un point. Parce qu'on attend peut-être plus encore. T'es numéro 1 draft. Ok. Donc, on attend de toi que tu sois le meilleur de ta QV, à terme, bien sûr. Mais là, on est en train de voter pour le rookie. Donc, moi, je trouve que si t'es numéro 1 draft, t'es le meilleur, on te le donne. Si t'es au milieu, au même niveau que les autres, encore plus qu'un Stephen Castle qui est un petit peu en dessous, j'ai envie de dire que Stephen Castle est plus méritant, quelque part, si on va là-dedans. Et tu parlais de la pression. Je trouve que globalement, les médias, français, US, ont été très, pas sympas, mais c'était OK que Zachary Rizaché fasse cette saison-là à 12-13 points et pas dans des hauteurs plus habituelles pour un numéro 1 draft. Je trouve que la pression, elle a été quand même... Zachary, j'ai hâte d'en parler avec lui, s'il l'a ressenti et tout. Mais je trouve que nous, par exemple, on a très peu parlé. On en fait un débat aujourd'hui. Les médias US l'ont jamais détruit. Il y avait aucune raison de détruire. Mais parfois, on sait que les médias sont cruels. Sur les réseaux, je vois jamais des trucs bizarres. En fait, l'exemple dont le plus criant qu'on a connu, c'est Anthony Bennett, qui n'était pas du tout prévu pour être numéro 1, mais qui avait des stats aussi en fait, on a dit qu'il était nul vite. Bien inférieur à Zachary. Et lui, par contre, s'est fait démolir. Les gens disent, ah bon, en fait, ils sont trompés, il avait rien à faire là, et c'est les Cavs qui sont plantés, ils ont détruit le gonze. Ouais, c'est sûr. Et il sortait de l'année avant, c'était Anthony Davis. Donc, donc voilà, moi, je voulais quand même le dire. Je trouvais que, tu vois, quand on parle de la pression numéro 1 draft, on avait cette inquiétude. Autant il a répondu aux attentes, autant je trouve que j'ai pas, moi, ressenti une pression supplémentaire par rapport à celle de Victor de l'année précédente. Hein. Non, mais à un moment donné. Mais moi, je pense que c'est équivalent à ce que Kate Cunningham à l'époque. Ouais. Tu vois, c'était un numéro 1 de draft, un peu sans pression. Et finalement, je crois que c'est Evan Mobley qui a été rookie de l'année. Non. C'était qui a été rookie de l'année l'année de Cade? Je veux dire. C'était 2020. C'est pas la mélo, ça? Attends, on regarde en même temps. Non, c'est pas la mélo. Non, c'est... Bon, après... Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, t'écoutes. Non, mais... C'est Ja Morant. C'est Ja Morant qui l'a? En 2020. Oui, c'est Ja Morant. Oui, il est numéro 2. Ok. Et ah oui, effectivement. Mais on n'est pas du tout. Alors là, je suis sur. Regarde, le palmarès. Ce que je peux vous donner comme info, Erwan, et ça va te servir. Ah ouais, ça va te servir. 1953, premier rookie de l'histoire, Don Moneke a été élu. Voilà, c'est vraiment une info tabzienne, comme on dit. Hein. Incroyable. Non, mais ce que je disais, c'était que Kate Cunningham, l'année où il est numéro 1, il y a moi, je regarde vraiment tout ce qui est attrait aux Pistons. Il n'y avait pas une pression monstre sur lui. Personne trouvait qu'il faisait une mauvaise saison, mais il était blessé et tout. Il n'était pas complètement. D'accord, mais pour moi, c'est pas comparable parce que Kate Cunningham, il est numéro 1, attendu comme Zion est attendu numéro 1. Tout le monde sait que ça va être lui. Il y a pas photo. C'est un joueur générationnel. Enfin, il y a une hype autour de. Tu vois, dans cette draft là, on sait que ça va être lui qui va être numéro 1. On l'a en février déjà. Ce qui n'était pas, c'est vrai. il a raison. Pas le cas de cette draft. Il a raison. Après, son entrée chez les pros, oui, il n'y a pas d'attente parce qu'il y a moins d'attente parce que tu es dans un projet vaseux et on ne sait pas où tu vas. Mais en tout cas, parce que la comparaison d'être numéro 1 de draft, c'est lui, il est numéro 1. C'est comme Cooper Flagg, on sait qu'il va être numéro 1 de draft depuis l'année dernière. Comme Eddie Bensa, on sait qu'il est censé être numéro 1 de draft dans 2 ans. Tu vois, ça, c'est pas les mêmes pressions quand même. Et Kate Cunningham, pour moi, il appartient à ces mecs-là. On vous a demandé à vous dans les commentaires, comme d'habitude, si vous voulez que Zachary Rizaché soit rookie de l'année, vous nous avez répondu. C'est Joe Scott qui nous répond. Il nous fait une super fin de saison, mais Castle est au-dessus pour moi. Donc là, on est dans la team Thomas. J'ai trouvé son début de saison trop maigre. Castle est rentré plus rapidement dans sa saison. La deuxième place ne lui est pas assurée non plus avec Alexar. L'avenir ne peut néanmoins qu'être radieux pour Zach. Évidemment, c'est un bon commentaire, parce que quoi qu'il arrive, évidemment, c'est la suite qui va compter. Même si un petit trophée individuel pour lancer sa carrière, c'est pas rien. J'ai l'impression qu'il paie le fait d'être un first pick. Alors, encore une fois, on rejoint les avis du père Dufan, et qu'il n'a pas une ligne statistique digne de ce statut. Bon, ça. Mais franchement, je le trouve très solide depuis janvier. Il a pris la pleine mesure de son rôle chez les Hawks, malgré un début de saison timide. C'est peut-être ce qui va lui coûter le Roy. Castle a aussi l'atout d'être américain. Faudrait pas que la France enchaîne un back-to-back Roy. Ça serait la crise cardiaque pour l'ami Gilbert Arenas. Et ça, pour moi, c'est une des dernières choses sur lesquelles je voulais aller vous chercher. C'est que vu que de toute façon, il n'y a plus un ricain qui gagne le titre de MVP, s'il commence... les autres. Je me dis, il faut bien qu'on graille un peu quelque part, non? J'espère que ça ne marche pas comme ça. Non, mais bon, dans l'Amérique de Trump, Erwan... Oh, d'accord. Okay. Ouais, désolé, très bien. Je me suis enflammé. Un avis sur Trump. Jean Moulin. Ah, mais j'ai une plateforme. Ok, Julian Assange. Allez, vous allez me répondre pour terminer ce débat. Est-ce que Zachary Rizaché va être rookie de l'année? Non. Je l'espère, mais je ne crois pas. Bah ouais.
Toi non plus? Non, Stephen Castle l'aura. Après, les gars, il reste 10 matchs. Il reste 10 matchs. Hein. C'est ce que je dis dans Allez, l'édito. Zach, oui. C'est ce que je dis dans l'édito et je Super crois édito. vraiment que cette dernière ligne droite, il y a tout qui est encore faisable. Quand je vois dans la forme du moment qu'a Zachary, s'il fait une pointe à 30, 35, voire fait péter un 40 parce que en face, et c'est l'avantage aussi des Hawks, et de Zachary Zaché, c'est que Trae Young, il le sait, ça. Et t'as toute l'équipe qui est derrière lui. Donc, vas-y, donne-lui un peu quelques gonfles face à une équipe qui a plus rien à jouer. Va nous claquer un 35-40 et peut-être que tu peux inverser la tendance. Donc, moi, ça sera un oui pour Zachary Zaché, Cocorico, rookie de l'année. Très bon édito, en tout cas. Très bon édito. Merci, Thomas. Très bon édito. Merci, Thomas. Quand t'es comme ça, quand t'es en forme, j'adore. J'essaie de trouver des angles un petit peu comme ça. Très bon. Mieux que l'édito, la palette. Parce que c'est toi qui l'as. l'as qu'on était au quiz. Parce que c'est toi qui l'as. Je sais pas. Il y en a pas de quiz. Je l'ai annulé. La palette. Vous connaissez le film Le Jour le plus long? Ben là, c'est l'émission la plus longue. Jour le plus long, très bon film avec un acteur de Jour le plus long. Je sais pas du tout. John Wayne, amateur. Je connais pas John Wayne. Non, mais je rigole, pas comme ça. Mais vas-y, c'est ton moment, on est sur Canon. Mais me lance-moi, Erwan, Ouais, enfin. brille un peu, là. T'as vu comment il m'a regardé alors que j'étais en train de rigoler et tout. Allez, c'est pas grave, je me lance. On fait souvent des palettes pour mettre en lumière des actions, des attaquants, des bonnes défenses. Bon, là, on va mettre en lumière plutôt des manquements côté Knicks avec Karl Anthony Towns. Est-ce qu'on ferait pas un jour une palette sur le airball dégueulasse qu'on a vu la semaine dernière, là? Ça, j'aimerais bien qu'on le fasse. Comment il s'appelle encore notre gars? Comment il s'appelle déjà? KJ Martin. Ah ouais, c'est clairement le pire. Il s'essuie les mains après Zarma. Ouais. On connaît tellement ça. T'envoies, mon gars, un sauciflaros peau épaisse. Oh, c'est les mains. C'est le Passaléoup, le mec, qui l'a fait. Bon, bref, allez, on y va tout de suite. Erwan a raison. On avait envie de mettre en lumière la mauvaise défense de Karl Anthony Towns et vous allez vous régaler. Si vous aimez les attitudes, passez votre chemin. Allez, on y va. C'est contre les Pacers, la première action. Et on va retrouver donc notre ami Kat en drop coverage en défendant sur Miles Turner. Ça va prendre donc ce bon pick and roll là, pris en rythme. Bon écran, il n'y a rien à dire là-dessus. Tyrese Haliburton arrive de face. Face à qui? Face à Karl Anthony Towns. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on veut? On veut protéger la raquette. Bah oui, le but, c'est de pouvoir empêcher le mec de pénétrer. Voilà ce que c'est le drop coverage. Le problème, c'est que ça donne du pick and pop à foison, ça donne des espaces. Là, pour le coup, il est très loin, ça donne un tir ouvert à Miles Turner. Il est loin, il fait même, j'ai envie de te dire, crari de revenir, ça donne une énorme filoche dans sa tête. Là, on commence avec un truc vraiment à charge difficile. Là, il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent couvrir le terrain. Non, mais il n'y a pas beaucoup de défenseurs qui peuvent couvrir le terrain, mais surtout, ce qu'on veut mettre en lumière, c'est que c'est les attaques face aux Knicks vont tout le temps, systématiquement, chercher Karl Anthony Towns. Et plus que tu as raison, le recouvrir Miles Turner là, c'est pas simple. Il n'empêche que ce qui me choque surtout, moi, c'est que dès le départ de l'action, et on va le voir sur toutes les palettes, les attitudes de Karl Anthony Towns sont pas bonnes. Là, il est droit comme un i. Le sprint pour revenir sur Miles Turner, il est dramatique. Il y va en chausson. Donc, l'attitude de Karl Anthony Towns défensivement est problématique. Allez, action 2. On y va. On va continuer à focus sur d'autres actions où ce sera encore plus parlant. On va bien rigoler. Cette fois-ci, donc, c'est contre Miami. C'est la première action du match. Allez, on retourne au début. Voilà. 0-0, donc. Moins d'une minute à jouer. Et donc, on est déjà dans du main à main avec Bam Adebayo. Spécialité. On se retrouve encore une fois, drop coverage. On met un petit peu d'espace là pour pouvoir anticiper l'accélération de l'arrière ou du meneur qui prend de la vitesse. Il est, presque bien placé. Il est face à Tyler Herro. Malheureusement, quand on n'a rien à foutre de la défense, voilà ce qui se passe. Il est face à lui, face à face, yeux dans les yeux. Et ça va nous donner quoi? Tyler Herro qui fait même pas une vraie feinte, hein. Un petit stop. Ah ouais, bravo. Bravo Léo, ça c'est très drôle. Et oui, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, hein. Là, c'est l'arbre qui ne défend absolument pas. Grand lay-up. Certains diront que c'est pour éviter de prendre des fautes. Mais bon, les attitudes, encore une fois, Erwan, hein. Mais oui, mais... Et puis le fait que ça soit la première défense du match, c'est quoi le message? Miami, ils sont pas fous. Les gars, je suis persuadé, hein, Spoelstra. Les gars, première action, on va jouer main à main ou pick and roll, on va chercher Karl Anthony Towns. Et puis drop coverage, tu l'as dit, juste sur l'action d'avant, c'est quand même le but, c'est de pas donner de layup. Oui. Layup. Première action. T'as bien les attitudes? Ça ressemble pas à Détroit et des Bad Boys, ça. Hein. Non, ça ressemble plutôt. Bill Lambie, regarde ça, il tombe dans les pommes direct. Ça ressemble plutôt à moi, ça. Ouais, mais bon, T'es sévère avec toi. Et troisième action pour voir donc Wax en action lors du NBA Jam. Allez, on enchaîne. C'était loin d'être le pire, hein, au niveau des jams.
On suit, cette fois-ci, c'est un pin down à l'opposé. Karl Anthony Towns défend sur le poseur d'écran, c'est contre les Warriors. On est toujours au tout début du match, c'est quand même incroyable ça. Ça va faire une sortie pin down avec un bon curl de Steph Curry. Et regardez la défense encore du patineur. Incroyable, Karl Anthony Towns. Là, encore une fois, il doit arrêter Steph Curry. Ouais, jambes en bois, j'adore. Et là, il y a l'avantage baseline, il est en retard du début à la fin. Oui, pas content, il voit surtout un espace incroyable. Ah oui, pas content contre gentil, j'adore. Et ça va même donner limite un end-one pour cette toute première, deuxième défense des New York Knicks. C'est quand même terrible. Hein. Est-ce que vous vous souvenez de Tristan Thompson en finale 2016 quand ça switch sur Steph Curry? Magnifique. Est-ce que tu te souviens de ce que faisait Joachim Noah sur Switch Hall, le cul par terre? Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est qu'il est tout le temps droit. Et sur des petits intérieurs comme Draymond Green, en fait, sur l'intensité, parce que, tu vois, il est pas là dans le aider reprendre, dans les attitudes, il est droit, bon, et il se fait rentrer dedans. Et d'ailleurs, c'est sur ce match-là où Draymond Green lui dit you soft. Voilà pourquoi il est soft. Et après, il s'était réveillé. Après, Draymond Green avait été horrible parce qu'il avait pas de et tout. Non, mais Kata, non, mais je te parle de. Je te parle juste de la phase du soft. Draymond Green comme. Non, mais Karl Anthony Towns qui fait une super saison, qui est un attaquant. Un des meilleurs attaquants de NBA. Voilà, quand on lui reproche défensivement, voilà pourquoi. Parce que des fois, on dit « Oh, il défend pas. » Ça veut dire quoi? Voilà pourquoi il défend pas. Important, mais tu as pris deux exemples de playoff. Dans les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'en playoff, il va se mettre à défendre? Non. On va les quatrième action pour finir quand même. Notre ami Karl Anthony Towns. Et là, c'est une sortie que vous avez sûrement vu parce que c'est Alex Sarr en face avec... là, il s'est encore fait ken, hein, on va dire la vérité. Avec Alex Sarr qui marque un beau panier contre les Knicks. Là, ça va, il était chaud, c'est le troisième quart-temps. Remise ligne de fond de notre bon vieux Bilal qui nous manque terriblement. Une passe lobée qu'il aurait pu attraper honnêtement. On peut commencer par ça. Ensuite, bon, par contre, bien joué de la part des Wizards qui nous ont mis un petit set là pour vraiment avoir complètement le pire défenseur sur le terrain. Karl Anthony Towns, si vous n'avez pas compris, c'est une palette sur sa défense. Il y a un switch donc avec Josh Hart qui anticipe la remontée. Sauf que là, il joue bien le coup, encore une fois. Hein. Il prend dans le dos, paf, il y a tout le monde qui dort. Le premier, c'est Towns, et ça donne un bon panier. Cette défense-là, la défense des Knicks, si elle n'arrive pas à step up dans l'intensité et dans les intentions, ils vont se ramasser en playoff. C'est aussi ça qu'on va mettre en avant aujourd'hui dans le First Day Show. On l'a déjà souligné dans un débat qu'on avait fait dans le First Day Show. Aujourd'hui, les Knicks sont devenus une bonne équipe d'attaque, mais c'est devenu une équipe défensive très moyenne, voire très mauvaise. Et là, encore une fois... On peut mettre plein de choses en place collectivement, les attitudes. L'autre, les attitudes. Et là, pour moi, c'est des trucs ciblés. En fait, c'est plus que des attitudes, c'est que les coachs en face, ils sont pas fous. Hein. Là, il va y avoir 82 matchs de saison régulière. On les connaît, les mecs en face, ciblés. Et si tu es ciblé comme ça et qu'en plus, tu n'arrives pas à t'adapter, ben, je suis un peu inquiet. Voilà. Il y a de l'inquiétude. Cibler les faiblesses de la défense, c'est normal. Il y a des défenses qui arrivent à combler. On se souvient toujours de Isaiah Thomas avec les Celtics en playoff. Ils ont réussi à cacher le fait qu'ils soient petits, etc. Les Warriors avec Steph Curry, ils arrivent. Le problème, c'est que là, quand tu es pivot dans une défense où tu es le seul intérieur, eh ben, tu es surexposé tout le temps parce que le pick and roll est la force principale de la NBA. Ah ben voilà, écoute, on verra ça en playoff parce que les Knicks, du coup, vont aller en playoff. Au plus grand bonheur des Pistons, qui vont peut-être retrouver New York, d'ailleurs. Ça serait incroyable. Ça serait ce serait magnifique. Ça serait beau. Ah là, Erwan contre Wax. On est obligé de regarder un match ensemble, les gars, de playoff. Ah bah, à fond. À New York, hein. Très bonne idée. Ah oui, pas à Détroit. J'ai ma famille là-bas. Oui, pas moi. Allez, voyez de la bonne humeur, il y a du rire. Eh ben, ça va pas durer parce que c'est le quiz et que je vais perdre. Yeah. Allez, qui dit fin d'émission, dit quiz, et qui dit wax, dit forcément régalade. Ça fait plaisir de te revoir, mon wax. Ça fait trop plaisir de te revoir aussi. Ah, mais vous connaissez non seulement on se connaît, mais on s'apprécie beaucoup, tu sais. Il m'appelle Ayman depuis le début de l'émission, mais... en présence, Erwan. C'est le seul joueur de guitare de la bande. Ouais, j'ai ramené ma guitare. Attends, pour qu'on fasse un petit truc. Quoi? Mais oui, je veux voir. On est quand même là les 3 meilleurs guitaristes de l'histoire, hein. Enfin, 2 et 3. Je t'emmerde, Thomas Dufort. Mais non, le troisième, c'est Jimi Hendrix. Je te vois arriver. Non, pas du tout. Mais arrête. Mais non, pas du tout. Je sais que tu te moques de moi quand je joue de la guitare. Non, pas du tout. Je joue toujours la même chanson. Moi, je veux qu'à la fin, le générique, ça soit lui qui joue de la guitare. J'ai ramené ma guitare pour ça. Il n'y a aucun problème. Ok. Oh là là. Laisse-moi juste remettre un peu de lag et on y va. Ok, James. Ah ouais, c'est ça, la coupe à la James. On a même un chanteur qui a bien bossé à part. Oui.
Ah oui. Oh là, ça peut être grand ça. Oh, Allez, c'est une drôle d'émission. J'ai qu'on vit, un- hein. J'ai un truc entre les jambes, mais j'ai un truc entre Oh les jambes, je vais en faire Attends, quoi? Non, mais là, vraiment, tu m'as donné un truc. Ah oui, vas-y, sors-le. C'est maintenant. Mais il est bizarre lui, hein. Tu fais partie de la famille, Wax, tu le sais. Mais Je savais pas ce que c'était. On le veut à l'Olympia. On le veut à l'Olympia. Attends, mais génial. La famille. On le veut- Je vais me transformer, Parle dans le micro. mec. Parle dans le micro. J'ai pas le temps que je vais l'apprendre Oui, quand oui, même. bien sûr, bien sûr. Je vais me L'autre, il a un truc transformer. contre les jambes, il dit non mais c'est incroyable. C'est incroyable comme face. Je vais le mettre et avec ça, Tu vas avoir chaud. Si, je le mets quand même. vais gagner mon Ah, bah, là, quiz en j'espère. Te 2 secondes décoiffe avec pas, ça. Wax. Hein. On veut que tu le mettes à l'Olympia. T'as pas répondu, mais. Oh oui, il essaye de. Il fait le Écoute, saut. Tu fais le sourd. Hein. Ouais, je vais mettre ça à l'Olympia, dans les loges, tranquille. Il est bon, il est bon. Allez, Bon, il est vraiment, qu'est-ce que magnifique. tu es beau. Oh là là. Bon, Bon, allez. après les soubrettes, là, Enfin. il y a un quiz à gagner quand Allez, même. parce que l'émission fait de 1h15, donc il faut y aller. Oh, ça va, j'aurais dit 3h30 moi. Attends, on commence le quiz. La longueur de On commence par un petit Kelfac parce que vous le savez pas, mais Wax est très bon. Oui, c'est vrai. Et il m'a dit j'aimerais bien, je les vois briller, j'aimerais bien briller aussi. Spécialité en plus à l'ancienne, lui. Hein. Plutôt des Bah ouais, joueurs mais c'est d'expérience. ma spécialité, moi aussi. J'espère que t'es prêt, frérot. hein. Allez, vas-y. J'en ai fait quelques-uns. Attends, j'ai la pression là. Je suis stressé. Allez, on commence avec Alex English. Alex English. Caroline du Sud. Ah ouais. Non, mais d'accord, les gars. Non, vous croyez, mais bro, ils sont sérieux, tes gars là. Get On a a room, inventé. hey bro, get a room. Mais les gars, vous croyez, mais on a inventé ce truc, vous êtes sérieux? Attendez, mais je vous Gros, jure. vous êtes Viens, envoyé, enchaîne, allez, enchaîne. allez. Attends, Erwan. Allez, Erwan, vraiment dans les yeux. L'autre, Caroline du Sud. ouais. Là, ça fait 10 ans que je le connais. Et d'un coup, il s'invente une vie sur lesquelles fac. Et il va me sortir Alex English. Casse-toi. Mais vous croyez que Allez, quoi? casse-toi. Mais vous êtes des malades en Allez, fait. allez, casse-toi. D'accord, bon, bah, Ça y est, Thomas. Allez, continue. Si c'est à Thomas, c'est Indiana. Ah, tu vois, ça joue. Bah, tu vois, t'es bon. Ouais, ouais. Moi, je te vois que perdre. Bob McAdoo, juste. Baba Kadou, USC. North Carolina. North Carolina, c'est vrai, il a raison. Ouais, bravo. C'est pas USC. C'est North Carolina. Ah oui, UNC, j'ai dit UNC. UNC, il a dit. UNC, pardon. Bon, allez. Je dis USC, mais. Bon, vous voulez pas jouer contre Wax, c'est pas Si, grave. bah hein. si. Vas-y, vas-y. Ah bah, Artis Gilmore. Jacksonville. Allez, victoire de Wax, bravo. Bravo. Allez, on passe à autre chose. Artis Gilmore, la famille. hein. Ça y est, Williamson. Bon, allez, on arrête. On va sur un quiz spécial Piston quand même. Ok. T'es un terrible acteur. C'est vrai. Ah ouais, t'es mauvais, t'es mauvais. C'est mauvais. Ah ouais, mauvais. On peut pas être bon partout. Allez, quiz Pistons. Avec son Des gros petites truc questions entre les jambes. rapides. Oui, vas-y. Petite question rapide, comme ça va vite. Allez, depuis 2000, qui a été le plus de fois All-Star avec le maillot des Pistons? Depuis 2000. Chauncey Billups. Non. Rip Hamilton. Non. Ben Wallace. Ben Wallace. Ah ouais, Ben Wallace. À qui Kate Cunningham a fait le plus de passes dans sa carrière? Jalen Jalen Duren. Duren. Jalen Duren. Qui a le plus de matchs joués avec les Pistons dans l'histoire? Isaiah Isaiah Thomas. Thomas. Bill Joe Laimbeer. Dumars. Joe Dumars. C'est le Joe seul qui a Dumars, dépassé bien les 1000 sûr, matchs. bien eh sûr, oui. bien sûr. Qui a fait le plus de triple-double avec Détroit? Grant Hill. Ouais, Wow, 29. bien joué. Putain, c'est parti vite ça. Il a pas les questions. J'ai aucune confiance en ce jeu, je te le direct. Ouais, bon, allez, on va le dire. Au tout début, il y a eu un petit truc. Mais là, No shit, bro. il n'y a plus rien là. Le disque. Ils ont. Là, je suis à poil, là. Mettons un peu de respect sur Wax. Oui, oui, bah toujours. Avec le maillot des Pistons, très dur. À qui Killian Hayes a fait le plus de passes? Isaiah Stewart. Non. Un shooter européen. Si. Ah, européen. Fontecchio. Non. Non. Non, Bogdanovic. non, Ouais, non. Bogdanovic. Oh, Boyan, Boyan. Ça, on va pas se Boyan, faire. ouais. Putain, RIP d'ailleurs. Combien de fois Drummond a été All-Star avec Détroit? 3. 2 fois. Deux fois. Quel numéro portait Sekou Doumbouya avec Détroit? 45. 45, c'est son Comme numéro. Orléans. Ouais. Et Evan Fournier? 94. Non. C'est dur, non, Evan non, Fournier. 13. Non. Non. Il avait. Le 10. Non. Attends, il a joué à Détroit? Oui, il avait un numéro. Attends, c'était quoi déjà? J'en ai aucune. Ouais, ça ressemblait au 13, c'était inversé, c'était le C'était 31. 31. Ah, Ouais, ouais. ok. Et Wax, si t'es un vrai expert des Pistons, pas de blague, donne-moi les 3 mecs qui ont été draftés numéro 1, vous pouvez l'aider. Kate Cunningham, McAguire. Isaiah Thomas, Non, il a été numéro 2. McAguire. McAguire, mais il Non. n'est pas aux Pistons parce qu'il était drafté par Dallas. Oui, tout à fait. Après, c'est très dur. hein. Ah, attends, vas-y, redis ta question. Kate Cunningham, il y en a 3 qui ont été draftés numéro Kate 1 dans Cunningham. l'histoire. Grant Hill. Les deux Non, autres, c'est non, 60 c'est cinq. 70 et 67. Ok, d'accord. C'est vraiment Bob Lanier Ah oui. et Jimmy Walker. Ok, Ah ouais, très bien. dur. Très Bob dur. Lanier, bon. Jimmy Bob Lanier, Walker, ouais, ça- Bob Très bon Lanier, whisky, très on bon peut whisky. l'avoir. Bourbon. On va sur le qui suis-je? Ah bah, Promis, enfin. promis le lapin. Ils nous ont arnaqué, les mecs. Allez, je suis né le 9 décembre 1991. Je suis donc Sagittaire, mais pas champion NBA. C'est bête. J'ai 33 ans et je n'ai plus joué en NBA depuis 2022.
Dans ma carrière, j'aurais joué dans de nombreuses franchises, dont la franchise préférée de Erwan. Et celle d'un autre sur le canapé. Oh là là. Mais, commençons par le commencement. Le truc, c'est plus des questions. tu vois. T'es déjà pas dedans là. Ouais, c'est Allez. vrai, il se sort du truc. Je fais un cursus complet à la fac de Saint-Joseph, de 2010 à 2014. Oh. Pas mal, hein? Lors de ma saison senior, je tourne à presque 18 points, car oui, ma qualité première, c'est de mettre des pions, plus que d'organiser le jeu. Je suis aussi un bon défenseur. De l'Anté-Ouest Non. À 22 ans, Saint-Joseph. 22 ans, je me présente. 22 ans, je me. C'est un bug. 22 ans, je me présente à la draft 2014, mais je ne serai jamais appelé. Ah. Pour autant, je vais participer à la Summer League avec les Knicks, qui vont finalement me signer pour m'envoyer en G-League. Mais alors que la crise frappait la franchise de New York, avec les blessures de José Calderón, Carmelo Anthony, eh bien Derek Fisher décide de me sortir de l'antichambre pour jouer dans la Grande Ligue. Et quand je dis jouer, c'est jouer. 45 matchs pour finir la saison, 41 dans le 5 majeur. C'est pas Jeremy Lin, en tout cas, ça c'est sûr. 12 points de moyenne, 4 rebonds, 3 passes. Je suis la belle surprise de la saison chez les Knicks. Je termine dans la All Rookie Second Team, une première pour un joueur non drafté. André Fields. On voit au moins une Pas André Fields, parfaite, c'est pas Saint-John. une parfaite doublure au poste de guard pour les saisons à venir. Les Knicks m'offrent un nouveau contrat de 1 an. Replacé sur le banc, je joue la saison complète, derrière le meneur espagnol. À l'été 2016, je suis laissé libre par New York et je signe dans la conférence Ouest, chez les Pelicans. Mais ma saison sera scindée en deux. 55 matchs avec New Orleans avant d'être impliqué dans un trade en février c'est 2017 ça. qui m'envoie à Sacramento, le temps de 19 matchs. Nous sommes en 2017 et c'est là que vous allez me retrouver. Puisque je rejoins les Detroit Pistons pour 3 saisons, en sortie de banc de 2017 à 2020. C'est là-bas que je jouerai mes derniers playoffs en 2019 où on se fait sweeper par les Bucks. En sortie de banc derrière Bullock ou Bruce Brown, j'inscris 6 points, 8 points puis 10 points de moyenne lors de ma 3e saison à Détroit. C'est qui ça? Attends. Pour le début de la saison 2020, je m'en vais de Détroit. Et je reçois... Langston Galloway. Oh, Langston Galloway, le retour d'Erwan. Enfin, bravo. j'allais aller sur les fenêtres avec Team Bravo, USA. bravo. Eh oui, Langston Galloway. Ah, bravo. Quelle J'étais émotion. tellement loin. Ah ouais. Et Arwen, un mot, petit mot. Un petit mot, ouais, vas-y. Mathieu pouvoir rendre l'antenne. Et la famille de Langston Galloway, quand même, les parents. Merci. Bravo. Tu me diras combien je te dois. Bien meilleur acteur. Bon, mon Waxos, c'est toujours un grand merci. plaisir. Ah, moi, pareil. Bon, par contre, je veux monter sur scène à l'Olympia. Oh la vache. Il avait fait une fucking Fred, le mec. Les demandes les demandes Bourbier comme ça. Allez, s'il te plaît. Ok, McFly et vas-y. Carlito. Oh. Allez, on les embrasse. Je fais un concert à Rennes Non, le 3 non. avril. Tu veux venir Non, je vais pas dans ces villes comme ça. Oh, en fait, là. bravo Rennes, bravo pour ce que Moi, vous je suis de faites. Brest et Rennes au foot. Il y a, Ah, voilà, ok, c'est ok, tout. voilà, voilà. ok, Une faut derby. préciser. Et c'est une vie d'étudiant, j'ai pas fait d'études, donc voilà. Il y a la rue de la soif. J'ai pas très soif. Voilà, belle répartie. Hein. Allez, impro. allez, vas-y, merci. Rennes, bienvenue. Allez, on va aller voir les Baudins, nous, et puis on se retrouve lundi pour le big. Nous, Kyron. On oui, se mais retrouve- c'est fait de l'impro. C'était une émission un peu à part, voilà, parce que notre toi que c'était là, on s'est régalé. On se retrouve lundi pour le Big Monday, libre antenne 20h, 22h, NBA Classic Game 22h, minuit, et puis jeudi prochain pour le First Day Show, on se rapproche des playoffs, on va s'éclater. C'est la fin de saison qui arrive, le meilleur moment. On vous embrasse. À lundi les équipes, ciao ciao les équipes, les amis. Donnez-lui une guitare, au gars. I believe I can fuck. Oh non! Toujours à flinguer. I long in this modern world, but do you need more? Is there something that you're looking Ah ouais, for? tiens. Non mais il a le style en plus, il a tout.